Et bonsoir à tous. Le monde change, il change très vite. Les cartes du jeu sont distribuées de plus en plus rapidement. Les échelles évoluent en permanence et avec elles les règles d'un jeu de plus en plus complexes. L'ensemble des acteurs de la cité doivent le comprendre pour pouvoir évoluer sereinement dans le réel. Si tout s'accélère, il n'en reste pas moins que nous devons le comprendre et ne pas se laisser dépasser. L'entreprise est un acteur important de la vie de la cité. Elle doit à ce titre prendre les rênes de sa destinée et comprendre les mutations en cours, évidemment, dans notre société. L'entreprise doit pouvoir mettre en place de nouvelles stratégies. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Forum Changer d'air. Cette émission est consacrée aux managers augmentés. Nous sommes ici en direct, en public, au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Ce soir, vous allez comme d'habitude jouer un rôle important, voire majeur, sur le chat et sur Twitter, via le hashtag FCE 2015. Vous pourrez interpeller nos invités, poser des questions, apporter des éléments de réflexion, des retours d'expérience et participer ainsi au débat. Cette émission a été proposée et préparée par Véronique Angers-de-Fribert, présidente du Forum Changer d'air. Elle est coproduite par les Dialogues stratégiques et l'agence CCC, avec les moyens techniques de la JD Carré et de 1R de chat. Merci au Cube, à l'Institut du marketing digital de l'ESCA, à Biotics International et à l'Institut Boost Zone. Nous allons plonger rapidement, très rapidement dans le débat avec un dialogue qui réunira autour de Véronique Angers-de-Fribert, Joël de Ronet et Dominique Turc. Joël de Ronet est écrivain, scientifique, prospectiviste, conseiller de la présidence d'Universcience et président exécutif de Biotics International. Il est parrain du Forum Changer d'air et de cette émission, l'émission du Forum Changer d'air. Joël de Ronet est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Surfer la vie, comment survivre dans la société fluide aux éditions Les Liens qui libèrent, ou L'homme symbiotique au seuil. Dominique Turc est conseiller international, fondateur de Boost Zone, un institut qui analyse l'impact des évolutions économiques et sociales et des technologies sur les savoir-faire des individus, sur le monde du travail et sur les pratiques managériales des entreprises. Dominique Turc a publié Le management augmenté, au cœur de la soirée, Faire face à la complexité chez Boost Zone Éditions, et Éloge du retard de l'entreprise, comment en faire un avantage compétitif aux éditions Erol. Nous nous retrouvons juste après ce petit jingle. Véronique Angers-de-Fribert, je vous laisse la parole, je vous laisse le micro pour cette première séquence. Merci Éloi. Bonjour à tous, bonjour Joël de Ronet, bonjour Dominique Turc. Donc on va parler du manager augmenté, inspiré de votre ouvrage Dominique, le management augmenté. Alors Joël, je m'adresse à vous pour commencer. Qu'est-ce que c'est qu'un manager augmenté selon vous? Vous avez parlé de l'homme augmenté, mais un manager augmenté, qui est-il? Comment il va relever les défis de ce changement de gouvernance un peu à tous les niveaux obligatoires? Et quelles sont ses principales qualités surtout? D'abord, j'aime beaucoup ce thème et ce titre, et je remercie Dominique dans son livre « Le management augmenté » de l'avoir signalé. Donc je vais d'abord revenir sur ces deux mots, manager et augmenté, et puis j'essaierai en quelques mots d'ouvrir le débat de tout à l'heure en disant comment je vois le manager, le nouveau manager ou la nouvelle manager d'aujourd'hui et de demain. D'abord, il faut revenir à l'étymologie, c'est très frappant. Manager vient du vieux français « ménager ». Ménager voulait dire gérer le budget du ménage. C'est parti au Québec, ménager, et c'est revenu aux États-Unis, manager. Et c'est intéressant de voir que le manager et la ménagère ont la même étymologie. Et aussi l'aménagement. Se ménager, aménager le temps. Ce sont des mots qui se ressemblent. Et je pense que le manager, il doit à la fois aménager le temps, son temps, le temps des autres. Il doit se ménager pour être toujours performant et toujours à l'écoute des autres. Et donc, voilà les mots manager. Maintenant, augmenter, c'est un mot très à la mode. On est tous, en fait, des hommes et des femmes augmentés avec les smartphones qu'on a dans nos poches et dont la puissance est 100 000 fois plus grande que les ordinateurs qui ont envoyé un homme sur la Lune. Avant, on allait à la FNAC avec des boîtes acheter des logiciels. Maintenant, on télécharge des apps. Il y a 2 600 000 apps disponibles. Donc on est augmenté, mais plus que ça. On est augmenté physiquement et psychologiquement. Pas seulement avec des outils de calcul, des outils de traitement de l'information. Nous avons des sens nouveaux. On est né avec 5 sens, mais aujourd'hui, par exemple, on a le sens de l'orientation avec le GPS, le sens de l'ubiquité avec la webcam, le sens de la télékinésie
C'est-à-dire que le smartphone devient une sorte de télécommande universelle. On peut cliquer dans l'environnement. Et comme on appuierait sur des boutons ou on tournerait des rhéostats, on peut avoir des fonctions qui viennent vers nous. Donc c'est cette augmentation qui fait que ces outils sont des prothèses symbiotiques et qui nous transforment complètement. Donc le manager, je vous ai dit un peu son étymologie, l'augmentation, ce n'est pas seulement les outils techniques. L'augmentation, pour moi, c'est aussi et surtout les gens. C'est-à-dire le fait que le manager sait et doit savoir s'entourer d'un réseau de personnes qu'il motive, qu'il estime en retour, et savoir répondre à 5 mots qui, pour moi, sont très importants dans le nouveau manager, et je m'arrêterai là parce que ça permettra d'ouvrir le débat de tout à l'heure. Ces 5 mots sont le charisme, la vision, les valeurs, la confiance et l'écoute. Voilà les caractéristiques du nouveau manager pour moi. Le charisme d'abord, parce qu'il faut entraîner les gens, les motiver, communiquer, être bon communicateur. On peut reprendre Steve Jobs ou Elon Musk aujourd'hui. Donc ça, c'est le charisme. La vision, c'est pas voir le bottom line du rapport d'entreprise, mais voir à 5 ans, voir à 10 ans, et entraîner les gens dans cette vision. Les valeurs, ce sont les valeurs d'éthique, de fraternité, de solidarité, d'empathie, absolument nécessaires pour communiquer et entraîner les gens. Les valeurs, et puis il y a aussi l'écoute. Le bon manager, le vrai manager qui s'intéresse aux gens et qui les motive, il sait les écouter, il est à l'écoute. Et en même temps, il leur fait confiance. Et c'est cette confiance qui entraîne les gens dans la collaboration avec lui. Donc en fait, je dirais en terminant que le manager devrait rien faire. À la limite, ceux qui remplissent leur carnet de plein de rendez-vous pour montrer les signes extérieurs du travail ne sont pas des bons managers. Le bon manager, il devrait être à l'écoute de tout le monde, avoir le temps de faire ce que j'ai dit, charisme, vision, valeur, et les développer en commun. En fait, il y a des MBA, Manager in Business Administration. Moi, je suis pour les MBWA, c'est-à-dire Management by Walking Around. C'est-à-dire aller chez les gens, aller dans les bureaux et discuter avec les gens pour les écouter. Merci Joël. Dominique, je vais vous laisser réagir à ça. Mais avant, je voudrais citer un passage de votre ouvrage, justement, Le management augmenté. Vous dites que le manager augmenté doit d'abord regarder le monde et avoir envie de le changer. Alors, c'est assez philosophique, mais je pense que ce sera un bon début pour répondre à ce que disait Joël tout à l'heure. Oui, effectivement, s'il n'a pas envie de changer le monde, il ne va pas aller très loin, le pauvre. D'abord, je n'ai plus grand-chose à dire parce que Joël a déjà tout dit sur le management augmenté, donc je suis un petit peu gêné. Cela dit, je pense qu'effectivement, on a un énorme changement à l'extérieur de l'entreprise qui est en train d'entrer dans l'entreprise. On a des changements économiques considérables, on a des changements sociologiques considérables, des changements technologiques considérables. Tout ça, ça nous tombe dessus et ça rentre dans l'entreprise moins vite en fait que ça rentre dans la société. La société est plus en avance par rapport à l'entreprise aujourd'hui. Et ça donne des enjeux pour le manager, pour le dirigeant, et en fait on est tous managers à un niveau ou à un autre, des enjeux de management des autres qui sont nouveaux, qu'on n'a pas avant, qu'on n'enseignait pas dans les écoles de commerce, on n'enseigne toujours pas d'ailleurs, où il faut réussir à s'adapter à ce monde-là. En même temps, notamment grâce aux technologies et notamment grâce au téléphone portable, on s'est augmenté, j'aime beaucoup l'expression de Joël Dornay, d'une prothèse. Oui, on a une prothèse. Alors une prothèse, c'est assez génial parce que ça permet de mieux vivre, ça permet de mieux voir, j'ai mes lunettes, mais en même temps, ça nous enferme aussi quelque part dans un univers où on ne peut plus se passer de notre smartphone. C'est devenu un petit peu difficile. Donc la relation à la prothèse, ou pour d'autres raisons, la relation au mail, la relation à la vidéoconférence, etc., sont devenues tellement prégnantes qu'on ne se retrouve plus. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que le manager augmenté, quelque part, il doit se vider. C'est qu'il doit réussir à se libérer d'un certain nombre de ces nouveaux éléments qui arrivent de l'extérieur, dont la technologie. Et donc, dans mon bouquin, j'ai fait une analogie avec les apps du smartphone, justement. J'ai dit qu'on devait s'équiper d'un certain nombre de savoir-faire assez ponctuels, qui sont, et c'est là l'intérêt, qui sont différents chez les uns et chez les autres. C'est-à-dire comme dans votre smartphone, dans le vôtre ou dans le mien, on n'a pas les mêmes apps. En fait, nos savoir-faire de manager, ce n'est pas les mêmes qu'on va devoir développer. Ça dépend de ce qu'on sait déjà faire et ça dépend de ce qu'il va nous falloir faire avec nos équipes. Je vais vous donner deux exemples de ces savoir-faire qu'il faut développer aujourd'hui. Il y en a un, ça s'appelle la curation. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de faire du tri parmi toutes les informations que je reçois, non seulement pour m'en servir, mais aussi pour bien les donner.
Nous sommes tous des curateurs, on est tous en train de recevoir et de donner. Est-ce que je le fais de façon intelligente, de façon à ne pas spammer les gens qui travaillent avec moi et qui reçoivent mes informations? Et est-ce que je le fais de façon intelligente, de façon à éliminer dans toutes mes sources celles qui ne servent à rien? Donc ça, c'est un nouveau savoir-faire, très complexe. Je m'aperçois dans beaucoup d'entreprises où je travaille qu'assez peu de gens sont des bons curateurs. Et l'autre savoir-faire sur lequel je voudrais insister, c'est ce que j'appelle le high touch, low touch. C'est-à-dire qu'on a été entraîné avec tous ces instruments, toutes ces technologies, à être beaucoup en low touch. C'est-à-dire qu'on envoie un mail, on fait une vidéoconférence, on envoie un SMS, et puis on oublie qu'il y a un téléphone. On oublie qu'il y a une personne qu'on peut aller voir en direct. Et on a besoin de réinventer un équilibre high touch, low touch. Je ne dis pas qu'il faut aller voir la personne dans le bureau d'à côté plutôt que de lui envoyer un mail. Je pense que c'est une bonne chose de lui envoyer un mail, même si c'est dans le bureau d'à côté, tout simplement parce que si c'est pour lui demander est-ce que tu es libre à déjeuner, si je me lève et que je vais dans le bureau à déjeuner, à côté, je vais le déranger. D'accord ? Alors qu'un mail, il me répondra quand il sera entre deux activités. Donc je trouve ça très très bien. Non, c'est plus profond que ça. C'est par exemple, est-ce que j'organise une réunion physique ? Ou est-ce que j'organise une réunion virtuelle? Ou est-ce que j'organise pas de réunion du tout? Parce que finalement, la réunionnite aiguë, on en a tous beaucoup souffert. Et bien cette notion de quand est-ce que je suis en high touch, quand est-ce que je suis en low touch, et quelque part le parcours de ma relation aux autres, quand est-ce qu'elle passe de l'un à l'autre, et est-ce que je sais le gérer? Je m'aperçois qu'autrefois, on souffrait beaucoup de réunionnite aiguë. Aujourd'hui, on souffre beaucoup de mailite aiguë. Donc on a encore beaucoup de travail à faire pour réinventer nos relations à l'autre. Parce que high touch, ça veut dire je suis avec l'autre, hein, je le sens, et on peut travailler ensemble. Donc voilà, c'est juste deux des exemples que je peux prendre ici. Mais ça veut dire des compétences nouvelles à inventer pour chaque personne en situation de management. Très bien. Est-ce que Joël veut rajouter un petit mot après ça? Et puis ensuite... Je pense que ce que j'ai dit sur le management by walking around, c'est qui est aussi low touch, d'aller voir les gens et discuter avec eux, est très complémentaire du monde virtuel dans lequel on est rentré aujourd'hui. Et la robotisation, la virtualité, la réalité augmentée sont des avantages pour gagner du temps, mais en fait, gagner du temps, ça ne sert à rien. L'important, c'est d'investir du temps. Parce que comme on est tous condamnés à terminer notre vie ou quelque chose à un moment donné, investir du temps, ce n'est pas gagner du temps. Gagner du temps, ça ne veut rien dire. Mais investir du temps, ça crée un capital temps qui peut produire des intérêts temporels qu'on peut replacer différemment. Donc, le réel et le virtuel sont complémentaires et tu as eu raison tout à fait de le rappeler. Merci Dominique. Un petit mot et puis on repasse la parole à Éloi avant de... Oui, je pense que ce qu'a soulevé Joël est très vrai. Il y a une notion de la gestion du temps qui est en train d'arriver. Le nôtre et celui des autres. Et on est tous responsables quelque part. C'est pour ça que quand je parlais de la curation, si je la fais bien, je m'évite de perdre du temps à regarder des sources qui ne sont pas intéressantes. Et si je la fais bien en aval, c'est-à-dire ceux vers qui j'envoie des informations, je leur fais gagner un temps considérable si je leur envoie que des bonnes informations, s'ils me considèrent comme un bon curateur et si j'ai des followers. Donc vous voyez que le vocabulaire lui-même est en train de se brancher sur cette notion d'augmentation du management. D'accord, donc le management augmenté n'est pas encore un smartphone avec des applis dans tous les sens. On est sauf, il fait encore marcher sa tête et puis c'est surtout un grand meneur d'hommes qu'il va augmenter à sa suite. Je vais repasser le micro à Éloi avant de retrouver nos invités tout à l'heure. Merci Véronique, merci messieurs. Effectivement, il s'agit d'une émission augmentée, d'un événement augmenté. Nous souhaitons cette discussion la plus possible dynamique et interactive avec, n'oubliez pas, vos questions, vos réactions sur Twitter, sur le hashtag FCE 2015, mais aussi sur le chat, sur les différents sites sur lesquels vous êtes. Vous pourrez poser des questions, apporter des éléments que Nicolas, qui est ici à ma gauche, que Nicolas transmettra bien sûr. Alors nous allons passer maintenant à la première partie de cette table ronde. Nous interrogerons la fonction nouvelle du manager, son adaptation, s'il y a un micro qui tombe, nous sommes en direct, son adaptation dans ce monde global où les verticalités sont de plus en plus décalées. Et nous nous retrouvons dans 6 secondes. 6 secondes, c'est l'espace d'un Vine. Alors pour accompagner Véronique Angers-de-Fribert, nous et Joël de René et Dominique Turc, nous avons la chance de recevoir Diana Filipova, cofondatrice du réseau WeShare, coordinatrice de l'ouvrage Société collaborative, La fin des hiérarchies, qui vient de paraître aux éditions Rue de l'Échiquier. Caroline Haquet, DRH, groupe adjointe chez Mazars.
Et Michel Hervé, fondateur et président du groupe Hervé, ancien député à l'Assemblée nationale, député européen. Et son dernier livre, je vous le recommande, Une nouvelle ère, sortir de la culture du chef, vient de sortir aux éditions Françoise Bourrin. Je vous rappelle toujours les règles du jeu, bien sûr, vous tweetez, vous chattez, vous commencez à bien comprendre. C'est une émission augmentée autour du thème du manager augmenté. Donc, c'est une table ronde toujours animée par Véronique Angeleux-Fribert, présidente et fondatrice du forum Changer d'air et rédactrice en chef des dialogues stratégiques. Véronique, je vous laisse entrer dans le vif du sujet. Merci Éloi. Donc on va entamer cette nouvelle table. Vous pourrez parler un petit peu de votre champ d'expertise très très rapidement avant de parler, parce que je ne vais pas revenir sur la présentation en détail, mais je pense que c'est important que tout le monde sache ce que vous faites, d'où vous venez, où vous évoluez concrètement. Alors moi je m'aperçois que dans les nouvelles structures, aujourd'hui la gouvernance change complètement et on doit faire cohabiter des systèmes hiérarchiques avec des systèmes horizontaux. Donc j'aimerais savoir comment vous faites, vous, au quotidien. Par exemple, Michel Hervé, je vais vous donner la parole pour démarrer. Oui, comment... moi, j'ai une petite entreprise. Enfin, c'est une ETI, quand même, qui fait 2800 personnes. Même, oui. Et dans lequel chaque personne devient un manager au sens où vous l'avez entendu tous les deux. C'était formidable ce que vous avez dit, mais c'était exactement ce que chacun de mes salariés doit être capable de se manager lui-même. Et à partir de ce moment-là, nous avons 180 unités dans lesquelles il y a un élément dans l'unité qui, lui, va jouer un rôle particulier et qui va être un rôle catalytique à l'intérieur de la structure pour amener l'ensemble du groupe à voir ce qui fait commun au niveau de chacun des éléments qui composent chacun de ces petits groupes. Et puis ensuite, nous sommes organisés de manière fractale, c'est-à-dire que ces managers, orchestrateurs, au sens catalytique, vont être aussi les représentants de leur groupe au niveau supérieur, c'est-à-dire dans un groupe dans lequel, là, ils vont être en situation de décideurs collectivement avec leurs collègues, sous l'autorité, là encore, d'un catalyseur, manager, qui lui-même va être représentant de cette région ou de ce pôle de métier auprès de l'ensemble du groupe. Voilà. Donc on est dans une organisation de type concertative à chaque niveau, mais également fractale, c'est-à-dire confédérale, on pourrait dire, dans son organisation. D'accord. Donc Diana, j'ai lu l'ouvrage collectif qui est publié par WeShare, enfin qui est une coproduction WeShare avec différents auteurs. Vous parlez des hiérarchies, du collaboratif aussi, parce que vous travaillez dans une grande structure collaborative, enfin vous participez, et j'imagine qu'il y a quand même un système de hiérarchie. Alors comment ça fonctionne dans votre... Alors, le sous-titre du livre, c'est la fin des hiérarchies. Donc effectivement... ça mais il y a quand même des hiérarchies hiérarchies dans le collaboratif, c'est ça que je... Hiérarchie, en fait, c'est un mot qu'on utilise pour symboliser la verticalité du pouvoir, hein, qui est en fait une des raisons pour lesquelles WeShare a été créé, pour lesquelles nous sommes tous mis ensemble pour créer donc c'est une association, une communauté internationale, un groupe de réflexion sur les nouvelles formes d'économie et les nouvelles formes, les nouveaux projets de société, et notamment, et en particulier, l'économie collaborative et la société collaborative. On explique dans ce bouquin ce qu'on entend par société collaborative, par une société collaborative. Donc la fin des hiérarchies, pourquoi est-ce que nous sommes tous partis de notre travail à un moment donné ? C'est parce que nous avions notamment du mal avec les managers qui étaient tout à fait de types très différents. Ça pouvait être dans des organisations publiques, privées, grandes, petites, plutôt du consulting ou même des banques ou d'autres types de services. C'était très difficile pour une génération qui est en fait habituée à beaucoup de fluidité, à beaucoup de collaboration, de partenariat, à se retrouver dans des structures parfois un poil rigides et où notamment le besoin d'encourager la productivité et l'efficacité, donc vraiment des objectifs purement économiques, contraignent les relations humaines et les transforment dans quelque chose d'extrêmement figé, d'extrêmement formel, qui rend en fait les personnes malheureuses. Donc malheureuses au travail, et surtout ne leur permettent pas de remplir le sens, de chercher le sens qu'ils cherchaient dans le travail qui était le leur. Donc à WeShare, on a essayé de recréer une organisation qui expérimente de nouveaux modes de management. Alors c'est pas l'holacratie, c'est pas le management horizontal, on n'avait pas de nom pour ça, on a construit ça d'une manière complètement expérimentale. Et c'est vraiment très difficile, parce qu'on se rend compte, même nous,
qui sommes très disposés à la collaboration, on est préparés pour la chose, on avait beaucoup de mal à se dessaisir de ce modèle qui nous est mis dans la tête depuis notre plus jeune âge, en commençant par l'école primaire, par la maternelle. Il faut être dans la compétition, ce que vous avez, vous, va être enlevé à l'autre, ce qui a l'autre va vous être enlevé. Et c'est presque inconscient. C'est comme ça que fonctionne notre société. Et c'est comme ça que fonctionnent nos organisations. Donc WeShare, on a construit une organisation qui a essayé de combiner, on va dire, l'efficacité d'une organisation où il y a des leaders qui portent des projets, qui sont responsables pour ces projets-là, mais qui ne sont jamais les mêmes. En tout cas, on essaie de faire en sorte qu'ils ne soient jamais les mêmes, avec une organisation internationale autour des connectors. Donc c'est un mot un peu barbare pour parler de membres très actifs. Ce sont des personnes qui mènent des projets localement, qui font de la curation de communautés, qui font de la curation d'informations. Et comme ça, en fait, on arrive à combiner les avantages de l'horizontalité avec les avantages en termes d'efficacité du leadership. Mais c'est très compliqué, et on apprend tous les jours, et on a beaucoup de conflits, et ce qu'on a appris à faire, et c'est peut-être ça une des choses qui est extrêmement importante, c'est de créer un espace de dialogue où le conflit s'exprime, où il nous donne l'occasion d'élaborer de nouvelles stratégies et d'aller plus loin. Mais le conflit existe, les tensions existent, il faut juste les laisser s'exprimer quelque part. Merci. Alors Caroline, j'aimerais que vous disiez un mot sur ce que vous faites pour Mazars. Alors vous travaillez sur la parité, la mixité sociale, les RH et l'intégration des jeunes générations en particulier, enfin entre autres choses. Donc c'est intéressant de savoir comment vous arrivez à intégrer les jeunes générations dans ce nouveau contexte en fait, de rapport de force aussi avec des générations qui ont du mal à s'intégrer dans des anciens modèles. Alors, c'est justement l'idée que nous, on essaye de promouvoir, c'est de ne pas les intégrer dans notre ancien modèle, mais d'essayer de recréer ensemble un modèle qui leur permette de s'épanouir, leur permette de nous apporter ce qu'elles ont de spécifique et qui est une énorme richesse pour l'entreprise, et de profiter, on va dire, de cette force extrêmement vive pour faire aussi bouger les codes de notre entreprise. Donc, pour vous situer peut-être un petit peu le contexte, donc Mazars est une entreprise d'audit et de conseil, donc société de services. On a la chance d'avoir une population très jeune, puisqu'en fonction des pays, on va être entre 65 et 80% de ce qu'on appelle communément les Wires, donc la génération Y. Donc, ce qui fait de nous une forme, je pense, de terre d'expérimentation de ce que certaines entreprises peut-être plus traditionnelles vont connaître dans quelques années. Parce que nous, c'est vrai que la vague Y, on l'a déjà bien reçue. Et c'est ce qui nous a amené justement à essayer de passer un peu des opinions à l'analyse, parce que c'est vrai que sur cette génération, on a dit énormément de choses. Et donc nous, ce qu'on voulait, c'était connaître ce que voulaient vraiment dire nos Mazariens, c'est-à-dire les gens qui appartiennent à Mazars, c'est notre petit nom, et essayer de leur donner la parole plutôt que de parler à leur place. Et l'idée qu'on avait au sein de la DRH en lançant ce projet, c'était aussi de pouvoir montrer un miroir à nos associés, parce que c'est une autre particularité de Mazars, c'est que c'est un partnership. Donc c'est une entreprise qui est à la fois gérée et détenue par les mêmes personnes. Et inutile de vous dire que là, on n'est pas tout à fait sur du génération Y. On est quand même plutôt sur un homme à 85% et qui a à peu près un peu plus de 50 ans. Donc là, on voit tout de suite un espèce de, si ce n'est de conflit, en tout cas de regards croisés, parfois un peu interrogatifs de part et d'autre. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette étude. Donc je pense qu'on reviendra peut-être éventuellement sur certains résultats, mais pour le dire rapidement, donc on a eu 3000 réponses réparties sur 64 pays. Donc une vision assez internationale. Et si je dois, énormément de données, et si je dois en retenir deux par rapport au débat qui est le nôtre aujourd'hui, ça a été une volonté très forte en fait de ces jeunes générations de nous voir changer leur travail, leur façon de travailler. C'est là où ils ont été le plus critiques en fait vis-à-vis de l'organisation. Donc d'avoir quelque chose qui soit plus efficace, plus technologique, un peu moins dans les codes et on a toujours fait comme ça, et avec plein d'idées derrière, parce qu'on leur a aussi demandé leur avis sur certaines choses, donc ils ont été très concrets. Et après, sur le management et sur le leadership, quelles étaient leurs attentes sur ces grands sujets. Et là, de façon assez amusante, ils ont dit, mais alors c'était vraiment une réponse internationale, donc à près de 44%, ils ont souhaité avoir ce qu'on a appelé le NICE type,
type. Donc vraiment le manager coach, le manager bienveillant, le manager à l'écoute. Donc à la fois il y avait un côté, certains pourraient dire un peu naïf dans leur réponse, mais nous on a voulu penser qu'au contraire c'était la base d'une révolution managériale qu'il fallait qu'on s'apprête à faire. Merci beaucoup. Oui, vous pouvez réagir. Je voulais juste, avant de vous laisser parler entre vous, quasiment, je voulais revenir sur l'idée que développait aussi Dominique dans son livre, sur l'idée que le manager n'est pas toujours prêt à agir ni conscient de la complexité croissante. Je crois que Joël partage un petit peu cet avis aussi. Qu'est-ce que vous diriez de cela D'abord, je vais rebondir sur 2 mots employés, la gouvernance et la catalyse. Et effectivement, le manager... son rôle, c'est la gouvernance de systèmes complexes. C'est-à-dire d'être capable, à l'intérieur de la complexité, de trouver les causes et les effets et d'agir sur les interdépendances. Donc ce mot gouvernance est très important parce qu'il a la même racine que gouvernement, et gouvernement a la même racine que gouvernail, et gouvernail vient de kybernetes, en grec, qui a donné cybernétique. Et la cybernétique, comme l'a dit Ampère en 1815, c'est l'art d'assurer l'efficacité de l'action par l'information. Ça a été repris ensuite par Norbert Wiener, dans le mot cybernétique a fait le tour du monde. Mais en fait, la cybernétique, c'est la règle d'utiliser l'information pour l'action. Et donc, dans gouvernance, governor, gouvernement, gouvernail, on trouve cette même étymologie. Et le manager doit en être imprégné. Catalyse, c'est un terme que Michel et moi, mais moi je l'ai lancé dans le macroscope et aussi dans l'homme symbiotique. Le management catalytique, ça veut dire quoi ? Là, peut-être que tu pourras embrayer dessus parce qu'on n'a peut-être pas exactement le même point de vue. Je pense que le management catalytique, c'est le fait de pouvoir donner à ses collaborateurs les ressources humaines, les ressources techniques et les ressources financières pour que les gens puissent régler à l'endroit où ils se trouvent les problèmes qui se posent à eux, plutôt que de faire appel à la hiérarchie supérieure. C'est-à-dire de développer l'intelligence collective. La catalyse, c'est la possibilité de mettre en place les éléments qui développent l'intelligence collective. D'ailleurs, comme en chimie ou en biologie, la catalyse, c'est faire en sorte qu'une réaction qui prendrait beaucoup de temps va se faire beaucoup plus vite parce que tous les éléments sont en place. Donc le management catalytique et la gouvernance sont les nouveaux mots, la nouvelle clé du management performant, me semble-t-il, d'aujourd'hui. Donc Dominique, sur le manager catalytique, on attend une réaction. Je ne peux pas m'opposer à ça, c'est tout à fait juste. On est tout à fait d'accord sur cette notion de catalyse. Là où je voudrais revenir, c'est sur le mot hiérarchie. Parce que la hiérarchie, elle a un sens en économie. C'est-à-dire que toute la théorie de l'entreprise, c'est de créer des hiérarchies, parce que si on va directement sur le marché, on ne va pas réussir à travailler. Autrement dit, si je suis un artisan et que j'ai besoin de quelqu'un pour travailler chez moi, que ce soit dans du bois, du métal ou autre, je vais aller sur le marché, je vais passer un contrat avec lui. Par ce contrat, il viendra tous les matins. Et lui, par ce contrat, il sera payé peut-être tous les mois ou toutes les semaines. Donc là, je crée une hiérarchie. Évidemment, ça va ensuite s'étendre à de très grandes organisations et on finit par confondre le mot hiérarchie avec une autorité pas toujours très bien placée. Mais à l'origine, c'est pour bien travailler qu'on a besoin d'une hiérarchie. Et on le sait tous. Et personnellement, je suis fanat des silos. Je pense qu'il nous faut beaucoup de silos dans l'entreprise. Simplement, il ne faut pas qu'ils soient étanches. Voilà, si les silos communiquent, ça marchera très bien. Donc il faut qu'on crée des hiérarchies. On a absolument besoin des hiérarchies. Là où ça commence à être problématique, c'est quand les entreprises, les organisations deviennent vraiment très grandes et que la hiérarchie commence à se confondre entre une autorité pas forcément légitime. Elle est légitime sur le papier, elle n'est pas légitime au niveau des hommes. Bon. Et là, quand je vous entendais tout à l'heure, je me disais, oulala, si tout le monde pense comme elle, la plupart des gens vont quitter leur boîte pour aller chez WeShare. Zut, il n'y aura plus personne dans les grandes boîtes françaises. Parce que c'est vrai, il y a un vrai départ aujourd'hui. Donc, il y a de plus en plus de gens qui sont leurs propres entrepreneurs. Mais Diana et Michel réagiront tout à l'heure. Mais c'est très inquiétant, mais en même temps, bon, je la comprends très bien, et vous avez raison, il y a plein de gens qui sont dans cette position. Là où ça me semble intéressant de prendre le problème, parce qu'on ne va pas fermer toutes les grandes boîtes tout de suite quand même, c'est quels sont en fait, à cause des relations hiérarchiques et de l'histoire qui est venue s'installer, quels sont les carcans qu'on s'est mis dans les entreprises pour nous empêcher de bouger. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe aujourd'hui. On a des carcans autour de nous. Et ce que vous avez décrit chez Mazars, c'est en fait comment est-ce qu'on réussit à sortir un peu de ce carcan. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions non plus. On sera toujours dans un carcan. Simplement, on préférera celui d'après qu'on aura créé nous-mêmes que celui d'avant où on se sentait un petit peu à l'étroit. Vous savez, en psychanalyse, on parle souvent du complexe du homard. Parce qu'à un moment, le homard qui a son exosquelette qui devient un petit peu trop étroit pour lui, il faut qu'il en sorte et qu'il en crée un nouveau. C'est un peu ça, mais il aura quand même un exosquelette après, parce que sinon, le pauvre, il risque de se faire dévorer. Bon. Et donc,
je crois que c'est important de comprendre quels sont les éléments de ces carcans. Il y a d'abord des éléments structurels. Bon, par exemple, un truc tout bête, auquel on ne pense pas toujours, la façon dont sont organisés les bureaux, la structure des bureaux, ça c'est costaud, hein, et ben ça conditionne notre façon de travailler, notre façon de penser, notre façon d'être ensemble, notre façon d'obéir ou non aux ordres qui viennent. Bon, la façon de collaborer, par exemple, ou pas. Donc rien que ça, il y en a plein d'autres dans les structures, celui-là est intéressant. Et puis il y a les systèmes. Alors dans les grandes entreprises, on a mis en place plein de systèmes extraordinaires, des systèmes d'évaluation, des systèmes de promotion, des systèmes de recrutement, des systèmes de compensation, comment est-ce qu'on paye les gens. Et des systèmes, on en avait des tonnes, à tel point d'ailleurs que les managers se sentent un petit peu noyés par tous ces systèmes qui leur tombent dessus. Bon. Et puis on a des éléments culturels. Dans une entreprise, il y a une culture, on fait ceci, on fait cela. Dans une entreprise de partenaires, il y a une culture de partnership qui est quand même extrêmement forte, très prégnante. Hein. Et donc la question qui se pose, que moi je trouve vraiment intéressante, c'est comment est-ce qu'on va réussir à enlever les éléments du carcan qui ne nous conviennent plus pour en créer un autre, parce qu'on en a besoin, mais dans lequel on va se sentir plus à l'aise, où on aura plus de sens. C'est du sens du travail, là. C'est même pas le sens de l'entreprise dont je parle, c'est le sens dans le travail. Alors Michel, je suis sûre que ça vous brûle les lèvres de répondre, parce que vous avez une structure, je rappelle quand même que Michel Hervé a un groupe de 2 ou 3 000 personnes, énorme quand même. Il dit que c'est petit, mais c'est gros, et avec un système original, comme il l'a expliqué tout à l'heure. Original, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le futur, et pour ça, il fallait que j'analyse le présent à l'aune du passé. Et j'ai été obligé d'aller très loin dans le passé pour comprendre la transformation que j'étais en train de faire dans ma propre entreprise. En ce sens que ça fait 5000 ans que nous sommes en monarchie. Avec, on parlait du grec tout à l'heure, monos arché, qui veut dire un chef. Un chef qui, effectivement, était l'élu. Alors, pendant très longtemps, jusqu'au moment où la religion commence à être en opposition avec la science, hein, après le procès Galilée, l'élu, c'était l'élu de Dieu, c'était le roi. Et à partir de la Révolution, on a l'élu du peuple. Et moi, quand j'ai été nommé maire, j'ai été élu du peuple, et je me suis aperçu que j'avais une autorité de chef, comme je n'avais pas dans l'entreprise, ou dans l'entreprise, à chaque fois que j'aurais pris une décision en tant que chef, que manager, j'avais un contre-pouvoir, en général syndical, etc., qui me disait « mais je ne suis pas d'accord avec votre décision ». Alors qu'en tant que maire, il n'y avait pas de problème. Au moins pendant la période où j'étais élu. Après, on pouvait éventuellement me dire non, vous n'êtes plus notre élu. Mais j'ai retrouvé ça dans l'élu du capital, qui est le chef d'entreprise. J'ai retrouvé ça aussi dans... J'avais un père qui était président de la Massif, l'élu des adhérents. J'ai retrouvé ça aussi dans l'élu des salariés, dans les coopératives, où il y a toujours cette dimension du chef. Alors pour ça, je suis revenu à quelque chose que j'ai trouvé dans les sociétés primitives, dans les sociétés tribales, où là, le problème, il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de chef, puisque ces populations, dans ces villages tribaux, c'était d'être en harmonie avec la nature. Parce qu'autrement, on ne pouvait pas survivre. Si on prenait tout, si on gaspillait tout, à partir de ce moment-là, au bout d'un certain temps, on finissait par mourir. Hein, les requins le savent avec les poissons, il n'y a pas de problème. Ils étaient en harmonie avec les autres parce qu'ils pensaient qu'ils avaient besoin d'être ensemble pour faire force et pour survivre. Et ils étaient en harmonie avec eux-mêmes. Et cette dimension de l'harmonie, moi, je l'ai retrouvée à partir du moment où j'ai développé de la démocratie concertative. Alors naturellement, ça ne peut se faire que par des petits groupes. Des groupes de 15 personnes, 20 personnes maximum, dans lesquels les gens se respectent, se mettent en conflit les uns avec les autres, mais pour les dépasser, pour aller au-delà du conflit et pour faire groupe. Et là, j'ai découvert des gens qui avaient le bonheur d'aimer et d'être aimés. Et en même temps, comme ils avaient leur propre individualité, puisque ce qui est important, c'est qu'ils aient leur personnalité pour apporter justement de l'intelligence collective au groupe, là, j'ai découvert des gens qui avaient une capacité à entreprendre, c'est-à-dire, comme disait Nietzsche, à avoir une capacité à avoir une existence au-delà de l'existant. Et puis, en même temps, et j'ai découvert, ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils étaient capables d'être en recherche d'harmonie avec leurs clients, avec ce qui est extérieur. Et qu'à partir de ce moment-là, ils étaient dans une vision de survie au niveau de leur groupe,
Ce qui fait que je n'avais plus, qu'à apporter de la subsidiarité. Et puis, très vite, on m'a demandé, pour des raisons X ou Y, parce que la vie est toujours particulière, mon maire meurt à l'époque et on me demande de devenir maire de ma ville. Et à ce moment-là, je m'aperçois que mes salariés font de la subsidiarité entre pairs, PAIR, et non plus avec le père. Ah oui, c'est vrai que la société Ce qui des m'a pairs. encore gagné beaucoup de temps. Vous voyez, par parlez rapport à mon de la travail. société des pairs hier et puis des pairs ERES dans votre Oui. livre. Hein. Oui, on va justement, oui, je vais faire réagir. Diana voulait dire quelque Challenger chose. Diana pour peut-être, qu'elle puisse parler et Caroline, Caroline sur le point suivant. Est-ce que la pire des contraintes hiérarchiques, c'est pas le contrat de travail et le code du travail? C'est-à-dire le contrat de travail, ne l'oublions pas, c'est je vends mon temps contre un salaire. Et donc la hiérarchie est là pour contrôler que je respecte le contrat de travail, que je fais ce qu'on m'a dit de faire dans le temps donné. Le code du travail et le contrat de travail, Caroline et Diana, ne sont-ils pas les principales contraintes hiérarchiques qui pèsent sur les gens? Alors, je vais répondre en 10 temps. Non, pas vrai. Alors, dans votre discours, qu'on entend en fait assez souvent, surtout à notre égard, parce que nous sommes de la génération Y, donc on nous prend souvent pour des jeunes idéalistes qui veulent changer le monde, ce qui est en partie vrai, avouons-le, c'est que on est complètement idéaliste, qu'on ne veut pas d'hierarchie parce que ça nous arrange pas et que finalement on se rend pas compte que le vrai monde, celui des grandes personnes, de celles qui font de l'efficacité et qui produisent de la richesse, elle est dans l'entreprise, elle est dans l'organisation classique, elle est dans la hiérarchie, elle est dans la structure verticale qui est héritée de la deuxième révolution industrielle. Alors nous, on s'oppose sur ce point pour plusieurs raisons. La première, c'est une question anthropologique. Finalement, ce qu'on dit dans le livre, c'est que c'est une façon de voir l'homme d'une manière pessimiste, donc ce qu'on appelle le pessimisme anthropologique. C'est-à-dire qu'il ne peut donner le meilleur de lui-même que lorsqu'il se retrouve dans des conditions de contrainte, où il y a un chef qui véhicule l'information, qui le contrôle, qui l'oriente et qui le punit. Qui le punit d'une manière symbolique, mais aussi d'une manière totalement physique, lorsqu'il le faut. Ça, c'est la première raison à laquelle on s'oppose complètement, puisqu'on pense que les nouvelles organisations qui recréent d'autres structures de collaboration, d'autres structures de partage d'informations, et on le voit avec la montée des plateformes collaboratives où il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de code de travail, et qui arrivent à fonctionner d'une manière 1000 fois plus efficace que les organisations traditionnelles, efficace au sens purement économique du terme. Eh bien, ça veut dire que la structure hiérarchique telle qu'elle a été modélisée par l'économie, enfin par la théorie économique des organisations, est peut-être circonscrite à une certaine période historique et qu'on est dans un moment où, avec les nouvelles technologies, la transition numérique, il faut bien la dépasser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on travaille avec les organisations. On travaille avec un de nos partenaires, c'est la Maïf. Vous avez parlé de la Massif tout à l'heure. Bon, voilà, il y a clairement un côté, une tradition du militantisme et de la coopérative qui est présent. Ils veulent changer. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte que s'ils restent dans cette situation hiérarchique, ils ne vont plus attirer les meilleurs. Les meilleurs, ils vont aller ailleurs. Ils vont aller faire quoi ? Ils vont aller entreprendre, ils vont aller créer leur boîte, ils vont aller essayer de nouvelles organisations, ils vont aller bosser pour des startups où les conditions de travail sont plus flexibles et où en fait le sens du travail, c'est-à-dire le sens, on va dire la mission, participe à la fois de l'intérêt de l'entreprise, mais aussi d'une certaine partie parfois de l'intérêt général. Donc il n'y a pas, je pense, une supériorité de la structuration hiérarchique. Et là, pour répondre vraiment à votre question, la manière d'organiser le travail, le salariat, est en crise. Il est dans une crise qui n'est pas en train de se résoudre et qui ne va pas se résoudre, à mon avis. Je ne veux pas dire que le salariat va complètement disparaître du jour au lendemain et laisser la place à des formes indépendantes, aux freelances, etc. Mais il est en train de perdre la majorité. Or, le salariat, c'est quoi ? Le salariat, c'est la façon, par excellence, de nous intégrer dans la société. Par l'éducation, on a parlé de l'école tout à l'heure, mais également d'une manière symbolique. On se pense comme étant d'abord salarié. Aussi d'une manière économique, puisque toute la protection sociale et tout le système de taxation repose sur le salariat également. Donc une fois que ce pilier est en train de céder la place, qu'il est en train de s'effondrer, de s'affaiblir, de s'effriter, qu'est-ce qu'on trouve ? Comment on reconstruit notre société ? Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut faire revenir le salariat et le plein emploi, sans comprendre qu'il y a des forces économiques qui sont à l'œuvre, qui vont empêcher ce retour. D'autres personnes aimeraient bien reformer une société hiérarchique, autoritaire, repliée sur elle-même, isolée du monde, bien comme dans certaines périodes les plus nord du XXe siècle, voire du XIXe.
Et puis il y a des gens qui se disent que peut-être qu'on pourrait expérimenter de nouvelles formes d'organisation. Il y en a un qui s'appelle Frédéric Laloux, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Réinventer les organisations, qui vient d'être traduit en français. Et selon sa théorie, qui est certes tout à fait radicale, il montre qu'il y a une succession de manières de s'organiser dans l'histoire qui sont circonscrites à une façon particulière de s'organiser politiquement, d'extraire les ressources et d'interagir entre humains, en tant que citoyens. Et peut-être que la nouvelle façon de le faire, on va l'espérer, c'est celle de casser ces silos, de casser les organisations traditionnelles et d'organiser l'efficacité et le flux d'informations d'une manière différente. Et on a les moyens pour ça. Ce sera l'objet de la deuxième partie, notre débat d'ailleurs. Donc Caroline, si vous voulez réagir, et puis juste après, on vous fera réagir rapidement, et on passera une séquence vidéo. Alors oui, à la fois réagir à la question de Joël et à la réponse de Diana. En effet, je pense que le contrat de travail tel qu'il est vécu aujourd'hui peut apparaître un peu sclérosant dans le côté « je te recrute pour faire ce que je veux que tu fasses ». Maintenant, on peut aussi voir le contrat de travail comme étant « je te recrute pour ton potentiel et pour ce que tu vas m'apporter parce que tu sais faire des choses que moi, je ne sais pas ». Et donc là, on est déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus ouvert et où on est vraiment dans une logique beaucoup plus d'échange. Et je pense que c'est un petit peu dans cette vision-là qu'il faut envisager le recrutement. Et c'est d'ailleurs ce que nous, on a toujours essayé de promouvoir, de recruter des potentiels, c'est-à-dire des gens qui ont la possibilité de faire des choses différentes, plutôt que de recruter juste à un moment donné pour une compétence donnée, avec le risque derrière, qu'est-ce qu'on fait quand il y a obsolescence, quand la compétence n'est plus la bonne, etc. Et ce qui amène à des problèmes sociaux importants. Donc le contrat de travail, moi je n'y vois pas en soi un asservissement, mais j'en vois dans quelque chose sur lequel il faut être assez prudent et en effet de ne pas le voir comme une panacée. Je pense aussi que les entreprises traditionnelles, qui ne sont pas toutes prêtes à faire en effet une grande révolution copernicienne, elles ont en revanche tout à gagner à se rapprocher de toutes ces initiatives qu'on va fleurir autour de nous et d'agrandir leur écosystème. Et c'est aussi une des façons de dépasser certains archaïsmes. Et notamment quand on est devant Diana et qu'on écoute son discours qui est très intéressant et sur certains aspects très vrai. Moi, la seule chose que j'ai envie de faire maintenant, c'est de dire, mais est-ce qu'on peut faire des choses ensemble ? Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter ? Et qu'est-ce que finalement un regard neuf peut venir apporter à une entreprise traditionnelle ? Et ça, je pense qu'en revanche, être sourd à tout ce qui est en train de se passer autour de nous, ça, en revanche, c'est criminel. Je suis d'accord à 100%. Et donc, moi, je voulais revenir sur une idée qui a été un petit peu initiée, dont vous parlez aussi dans votre livre, qui est la notion d'écosystème de l'entreprise et d'écosystème du manager. Aujourd'hui, un manager, s'il veut vraiment s'épanouir, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte de son entreprise, il faut qu'il rencontre des gens, il faut qu'il soit poreux à l'innovation. Et c'est comme ça qu'il va venir apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, pour moi, ça dépasse un peu le contrat, mais c'est la façon dont on vit son contrat de travail. C'est sûr que si on le vit comme un alpha et un oméga et une structure en carcan, oui, ça amènera rien de bien. Bon, et puis sur le code du travail, je pense qu'en effet, on n'est pas toujours aidé quand on veut lancer des innovations managériales dans des grands groupes, parce qu'on se rend compte qu'on peut avoir des problèmes avec certaines structures syndicales ou parce que ça ne va pas dans le sens de nos traditions. Mais encore une fois, les mouvements, ils peuvent aussi se faire à petite échelle, à petits groupes, faire des tests. C'est ce qu'on appelle le walk and talk, c'est-à-dire on fait et après on en parle, plutôt que de commencer à lancer le projet demain, en 2020, tout sera meilleur. On va déjà faire 2-3 initiatives intéressantes pour 2016. Merci beaucoup. Une petite réaction avant de passer le micro à nouveau à Éloi, rapidement. Oui, d'abord, quand je dis que j'aime les silos, c'est évidemment un peu provocateur. C'est simplement parce qu'une organisation, elle a besoin de silos pour travailler. C'est-à-dire que si vous êtes dans la banque assurance, vous avez un silo banque et un silo assurance. Sinon, vous n'arriverez pas à travailler, tout simplement. Par contre, si effectivement des gens qui veulent passer de la banque dans l'assurance n'arrivent pas à le faire, là, on a un vrai problème. Parce que s'ils ont envie de faire autre chose, les systèmes ne leur permettent pas forcément de passer de l'un à l'autre. Donc, c'était juste une image qui est que dans une grande entreprise, on a absolument besoin de silos pour travailler. Mais pas les silos dans le sens hiérarchique, autorité, qui n'est pas augmenté, puisque par rapport à la définition qu'on avait tout à l'heure. Donc je pense que là, il y a vraiment quelque chose à accepter quelque part, que les grandes entreprises ne peuvent pas être comme les petites. Bon.
La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et vous avez soulevé un grand nombre d'expériences, on va encore en voir une ou deux, je crois, dans quelques minutes, il faut être à l'écoute. Il faut chercher toutes ces expériences. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est en quoi ces expériences sont-elles transposables dans des très grands groupes. Parce que je pense qu'on aura toujours besoin de très grands groupes. Ça m'intéresse vraiment. Et je pense qu'on y arrive. On arrive à trouver des moyens avec des managers augmentés qui sont beaucoup plus à l'écoute, qui sont beaucoup moins autoritaires. Ils le sont quand ils le font, mais pas tellement, qui réussissent à faire avancer les gens. J'ai plein d'exemples à donner. Et je crois que là, on a vraiment une nouvelle culture qui est en train de se mettre en place. Mais elle est loin d'être partagée par tout le monde. On a un contrat de travail qui est gênant, c'est vrai, au sens contractuel du terme, c'est-à-dire droit du travail. Il n'est pas gênant en tant que contrat entre des individus pour qu'ils travaillent ensemble les uns avec les autres. On les a transformés avec le temps. Le salariat, c'est un grand débat en soi, on ne va pas le prendre ce soir, mais juste pour rappeler, au début du XXe siècle, les syndicats étaient opposés au salariat. Ils ne voulaient pas du salariat. Or, on en a fait le modèle dominant du XXe siècle, et aujourd'hui, en fait, on est coincé par le salariat. C'est un des systèmes dont je parlais tout à l'heure qui nous met dans un carcan épouvantable. On va en parler tout à l'heure. Et on n'a pas trouvé la solution encore. Mais là, effectivement, on est en train de la chercher. Tout le monde la cherche, et je crois qu'il faut vraiment s'enrichir de toutes ces fleurs qui fleurissent partout. Joël, rapidement. Alors rapidement, 2 mots encore une fois. Ce qu'a dit Caroline sur le recrutement et ce qu'a dit Diana sur les formes alternatives d'organisation. Rapidement là-dessus, le recrutement, c'est très intéressant ce que Caroline a dit, parce que jadis, le DRH classique, il va chercher un profil des compétences qui correspondent à un profil prédéterminé de l'entreprise pour mettre la personne dans la case. Aujourd'hui, je connais des DRH, comme Caroline sûrement, qui cherchent des gens motivés pour leur apprendre ce que l'on voudrait qu'ils fassent dans l'entreprise. Et ces gens motivés peuvent venir d'horizons très différents. Ça peut être des libraires ou des surfeurs, mais s'ils sont motivés, qu'ils ont envie de faire des trucs, on peut leur apprendre. Alors sur les formes alternatives d'organisation, ce qui est passionnant, et on va en discuter beaucoup tout à l'heure, c'est la notion du travail indépendant. En Amérique aujourd'hui, 40% du travail est fait par des indépendants, des slashers, des freelancers. Et la grande question, c'est comment on va manager des foules d'indépendants. Michel est un peu intervenu quand il parle de son entreprise Fractal, avec une série d'indépendants dans une sorte de coopérative qui constitue l'entreprise du futur, une coopérative d'indépendants, en quelque sorte, qui ont chacun leur mission, chacun leur rôle et chacun leur façon de travailler. Donc je crois que c'est le grand enjeu du management du futur, ça va être de manager des indépendants dans une structure où l'indépendance devient un des facteurs de la croissance et de l'économie. 30 secondes Oui. seulement pour répondre à Joël, que effectivement c'est là où le manager devient un élément clé et où moi je suis obligé de les former parce qu'autrement ça n'existe pas, ils n'ont jamais eu cette formation, c'est de chercher à qu'est-ce qui fait commun entre tous ces indépendants pour faire de l'intra-entrepreneuriat à travers des entrepreneurs qui chacun effectivement est en situation d'autocontrôle, c'est-à-dire d'auto-objectif. Et à partir de ce moment-là, il faut trouver les managers qui mettent des silos en commun pour qu'est-ce qui fait commun entre les différents silos pour effectivement faire entreprise. C'est la catalyse. On y revient tout à l'heure, ça va être vraiment la deuxième partie du débat. Éloi, je vous repasse la parole. Merci beaucoup Véronique. Restez bien tous en plateau et nous nous retrouvons juste après un petit jingle pour une partie de l'émission un tout petit peu singulière. À tout de suite. Alors cette émission, nous l'avons souhaitée interactive avec Véronique. Vous êtes nombreux à poser des questions, vous êtes nombreux à interagir sur Twitter, à participer au hashtag FCE 2015. Je vous présente Nicolas Openaud. Bonjour. Bonsoir Nicolas. Alors Nicolas, je crois que pour vous résumer, on peut dire que vous écoutez les réseaux sociaux, vous êtes en tout cas à l'écoute sur votre petite machine, vous êtes à l'écoute de tout ce qui se dit sur le hashtag FCE 2015 et également sur le chat, sur les différents sites qui diffusent l'émission. En gros, vous êtes un petit peu le passeur, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux ? Et beaucoup de réactions sur Twitter ce soir, avec beaucoup de gens qui relayent vos propos, notamment tout ce qui peut concerner la gestion de l'information, qui semble être un sujet qui intéresse particulièrement les internautes. Autre sujet également qui semble très sensible ce soir, c'est ce qui concerne les hiérarchies qui sont perturbées, notamment le passage de la verticalité à l'horizontalité. Et j'ai relevé une question du compte d'Avenir Cohérence qui demande si on supprime les hiérarchies, ferme-t-on vraiment toutes les grandes entreprises et pourquoi ?
Alors, qui veut s'emparer de cette réponse? C'est une première question d'internaute. Dominique, Joël, Michel, Diana, peut-être, parce Michel. qu'il est bien placé avec sa grande entreprise. Oui, mais moi, si j'avais... la plus grande entreprise en France s'appelle Sodexo, 400 000 personnes, et avec un niveau de plus fractal, ils gèrent de la même façon que moi. Il n'y a pas de problème. C'est pas la question après, c'est où est-ce qu'on a besoin de faire force? Et à partir du moment où cette prise de conscience que ensemble on est plus fort que tout seul, eh bien, elle se fait entre des unités ou des pays différents de la même façon à l'intérieur de l'entreprise que ça pourrait être au niveau des États. Je crois que Diana, vous aviez une réponse aussi. Dans votre livre, vous parlez de cette question-là, justement. Ouais, Comment on fonctionne quand il n'y a plus de hiérarchie Alors du si tout, aujourd'hui on qui est- décrète que la hiérarchie n'existe plus dans les grandes entreprises, je pense qu'il y en a certaines qui vont souffrir profondément et pas tenir très longtemps. Pas parce que ça va perturber complètement leur fonctionnement économique, mais que la culture de l'organisation, même en dehors du contrat de travail et en dehors de l'organisation du travail purement juridique, est ancrée et repose sur la hiérarchie. C'est parfois très compliqué de changer les choses d'une manière brutale, comme le montre d'ailleurs un exemple qui est celui de Zappos. Alors, au moment où on écrivait le livre, il n'y avait pas encore toutes ces péripéties, mais alors Zappos, qui est une entreprise américaine qui vend des chaussures en ligne, est passé du jour au lendemain à l'holacratie, qui est un type de management horizontal qui supprime le principe même du manager, qui est d'ailleurs assez complexe. C'était extrêmement médiatisé puisqu'ils l'ont fait d'une manière publique. Il y a eu une publication du mémo par Tony Hsieh, qui est le PDG de Zappos, et ensuite une explication, un suivi des péripéties. Eh bien, 1 an plus tard, une note est sortie selon laquelle Tony Hsieh propose à ses employés qui n'arrivent pas à s'adapter à l'holacratie de partir dans un délai de 3 mois avec un package, évidemment, avec un chèque un peu généreux. 2 mois plus tard, sort un article d'un reporter qui allait interviewer Tony Hsieh et voir ce qui se passait à l'organisation, qui montre à quel point, en fait, l'holacratie a libéré les passions humaines les plus basses. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de manager, certes, il n'y a plus de hiérarchie. Plus de contrôle social. Mais alors, c'était des petits jeux de couloir, des gens qui se mettaient les couteaux dans le dos et qui faisaient absolument tout pour écraser le prochain, qui ne pouvaient même plus aller voir son boss, son N+1. C'est une vision pessimiste de l'entreprise, ça, en fait. Hein. Alors, pas du tout. Au contraire. Enfin, je suis extrêmement optimiste, surtout sur les organisations, les grandes organisations existantes, implantées, qui ont une tradition, qui ont une culture d'entreprise, qui ont en fait des ressources. Et ces ressources, elles sont celles de l'expérience, de l'âge, elles sont aussi économiques. Et des valeurs. Donc elles peuvent se permettre d'expérimenter des choses. Il faut qu'elles le veuillent, ça c'est très important. Il faut qu'il y ait une vision stratégique de quel est le point d'arrivée après de cette entreprise, enfin quelle est la destination où ils veulent aller, dans quelle mesure ils veulent relâcher les robinets de la hiérarchie, et qu'est-ce qui en fait permet le management des gens et de l'information, si ce n'est plus ces structures un tout petit peu rigides, mais qui en fait permettent, si on ferme les yeux, on se réveille au milieu de la nuit, de savoir à peu près où on va. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça en hiérarchie. On va repasser la parole à Éloi, on va y revenir tout à l'heure. Merci. Alors, le petit jeu d'interactivité, on va essayer de réagir et de répondre de manière C'était relativement passionnant. courte. C'est passionnant, bien sûr. Mais si on veut qu'il y ait beaucoup de questions, il faut que ce soit un petit peu plus court. Je vais vous proposer maintenant un jeu, le jeu de la résonance. Jean-François Aubrist, vous le connaissez, ancien dirigeant de l'entreprise Favi et icône, si l'on peut dire, de l'entreprise libérée. Nous l'avons croisé lors de l'université homme entreprise organisée à Smith-Olafite par le CECA fin août dernier, près de Bordeaux. Et pour lui, il n'y a pas de performance sans bonheur. Voici un petit extrait de son passage à l'université homme entreprise. La seule force de l'Occident, c'est le savoir de nos ouvriers, c'est le savoir de chacun. Il faut le libérer, il faut libérer ce savoir. Il y a un savoir colossal dans nos usines, dans nos bureaux, partout. Il faut le libérer. Et on peut le libérer que par le bonheur. On peut le libérer qu'en supprimant les contraintes que la structure a auto-générées pour se protéger elle-même. Et il y a des savoirs dans la structure. Pourquoi on fait des moteurs électriques? Parce que mon chef de fonderie qui s'emmerdait quand j'ai sorti toutes les machines, parce qu'après j'ai multiplié ce truc-là, il me dit qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis Claude, 25 ans d'expérience en fonderie, il y a un truc impossible à faire. Crédit limité, faites-le, il y est arrivé. On a un monopole mondial sur certains moteurs électriques. Il y a un savoir colossal dans nos usines.
Alors c'était la première résonance, j'en profite pour remercier le CECA et son université Homme Entreprise, et Jean-François Aubry bien sûr. Qui veut peut-être réagir de manière très courte sur le management du bonheur, le management par le bonheur? Moi, juste, il reprend beaucoup de choses qui ont été dites, donc je ne crois pas qu'il faut re-enchaîner dessus. Écouter les autres, libérer la parole et donner du sens aux gens, leur permettre de donner du sens à leur vie. Michel l'a très bien décrit tout à l'heure. Donc donner du sens à sa vie, parler, s'exprimer, être écouté. C'est la clé du bonheur dans l'entreprise. Merci Joël. Michel, oui, une autre réaction? La difficulté, c'est que l'éducation, c'est pour ça que j'ai dans mon livre un chapitre sur l'éducation, ne cherche pas justement cette dimension du comportement, de la transformation du comportement, puisqu'on est essentiellement dans une société, comme dirait Max Weber, où on est dans une éthique de la conviction et non pas une éthique de la responsabilité. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de promouvoir dans l'école, c'est justement d'avoir des enfants obéissants qui écoutent le maître. Et moi, ce que j'ai expérimenté à Paris 8, à l'université, c'est justement de faire dialoguer des enfants entre eux. Et là, on s'aperçoit que l'humilité arrive, parce que celui qui croit savoir, qui a le savoir-faire, quand il faut le faire savoir, prend conscience que c'est encore plus compliqué de le faire savoir que d'avoir du savoir-faire. Et à partir de ce moment-là, il rentre dans à la fois une dimension d'humilité et une empathie, ce que vous disiez tout à l'heure pour les managers. Merci. Merci. Autre résonance que je vous propose, cette fois-ci, c'est Sylvain Pierre. Sylvain est chef d'entreprise français, basé au Vietnam. Il a fait un TEDx Vaugirard récemment. Alors lui, il ne croit pas en l'entreprise libérée, et puis il en parle parce qu'il a essayé de la pratiquer, l'entreprise libérée. On se retrouve juste après. Vous imaginez, vous, envoyer une photo de chat par mail à votre CEO? Eh bien, grâce à Google+, on a révélé une forme d'intelligence qui est encore assez peu utilisée en entreprise, l'intelligence émotionnelle. On ne raconte pas seulement ce qu'on fait, on dit comment on se sent, ce qu'on aime. Chaque personne peut montrer de la sympathie, de l'empathie, les uns envers les autres, et chaque personne peut suivre ses sentiments et devenir un capteur de l'humeur de l'entreprise. Chaque personne peut enfin commencer à retirer son masque et à devenir lui-même. Par cette utilisation particulière, libérée, Google+, c'est devenu notre outil humain, notre réseau social. Alors, une petite réaction éventuellement sur la place déjà de Google, qui devient une place proéminente dans l'entreprise, très importante en tout cas, et éventuellement sur l'intelligence émotionnelle dans l'entreprise. Oui, de quel savoir-faire et de quoi on a besoin pour vivre bien et bien vivre dans l'entreprise? Je suis tentée de poser la question à Dominique. Je pense que c'est très important ce qu'il a dit, parce que l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est au cœur des nouveaux savoir-faire des managers, quel que soit le nombre et les types de personnes qu'on manage. Il faut être, tout à l'heure, Joël de René disait qu'il faut être à l'écoute. Ben évidemment, c'est aussi ça, être à l'écoute. Simplement, c'est pas si simple que ça en a l'air, parce qu'on n'a pas été forcément, et c'est le point que faisait Michel tout à l'heure, on n'a pas été forcément formé à l'écoute. On ne sait pas écouter. On ne sait pas très bien écouter. Donc il y a une vraie formation à écouter d'abord pour nous-mêmes. Et ça ne s'acquiert pas comme ça, surtout si on a dépassé 30 ou 35 ans et que depuis 30 ou 35 ans, on ne sait pas écouter. Au sens, on sait écouter ce que dit le maître à l'école, mais on ne sait pas écouter les autres. On a un petit peu enterré notre créativité, etc. Donc nos émotions, je pense que oui, c'est une question fondamentale, mais qui nous concerne tous. Ce n'est pas uniquement une question de génération X ou Y ou Z. On a absolument tous besoin de s'ouvrir aux émotions des autres, et là, on arrivera à mieux les comprendre, bien sûr. Oui, alors, nous, si on voulait résumer un peu le sentiment qu'on aimerait propager au sein de l'entreprise, ce serait fun, learn et feedback, dans la logique où c'est vrai que quand on fait des choses d'une manière un peu amusante ou avec des idées de gamification, c'est très à la mode, mais nous, on travaille là-dessus, notamment quand on a des métiers qui ne sont pas si faciles. Enfin, c'est vrai que l'audit financier, bon, il faut y trouver il faut chercher un peu pour le fun. Et le learn, c'est évident qu'aujourd'hui, les nouvelles générations nous le renvoient. Et finalement, moi, je suis très, très confortable avec cette idée qu'on est là pour apprendre. Et vu le temps qu'on va devoir passer dans des entreprises ou dans des structures, il faut qu'elles soient apprenantes. Et ça, c'est un élément extrêmement important de la motivation et de l'engagement de tout le monde. Et le feedback,
c'est tout simplement parce qu'il faut savoir où on en est et avoir justement, pour moi, c'est le rôle primordial du manager, c'est donner un feedback, alors bien sûr bienveillant, bien sûr sur un mode coaching, hein, pas juste en remplissant des formulaires avec une note à la fin, mais c'est le composant essentiel de l'évolution des individus. Joël, un dernier mot. L'intervenant a employé un mot, me semble important, c'est le mot de capteur, en disant que les gens dans l'entreprise sont des capteurs. Je pense que le bon manager augmenté doit se rendre compte que les meilleurs outils, les sensors qui envoient des feedbacks, ce sont les personnes. Les gens sont meilleurs que les tableurs Excel. Les gens sont là, à l'écoute des gens. On va beaucoup en apprendre sur l'entreprise et pouvoir réagir par boule de neige, de faire amplifier des éléments qui vont conduire l'entreprise à aller dans une direction plutôt que dans une autre. Donc, considérer les salariés, les gens, comme des capteurs essentiels pour le management. Des capteurs. Nicolas, une dernière question avant de repasser à la deuxième partie du débat. Oui, justement, Joël, vous parlez des capteurs dans l'entreprise. Il y a aussi le fait de capter ce qui se passe à l'extérieur, et notamment chez les clients. Et je rebondis avec une question de Paul Nathan sur Twitter qui demande si le monde digital n'obligerait pas les managers à se réinventer sous la pression du client, justement. Qui veut s'emparer de cette Michel, réponse vous vouliez courte? répondre. J'aime bien cette question parce que dans ma propre entreprise, aujourd'hui, le problème que nous avons avec les clients, ce n'est plus seulement de faire ce qu'ils nous demandent, c'est de les ravir. Et les ravir, c'est-à-dire de pouvoir faire ce qu'ils n'ont pas demandé mais qu'ils voulaient. Et pour ça, il nous faut des salariés qui ont un col tricolore. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à faire du travail physique, comme le col bleu, mais ils ont l'électricité pour le faire. Donc le travail physique est moindre. Ils ont besoin du col blanc, mais là aussi, comme disait Joël, on a des outils de logiciels qui nous permettent de faire de la rationalité et donc de diminuer notre travail intellectuel. Et puis, on a besoin de ce travail émotionnel qui permet de capter ce que le client voudrait et qu'il n'a pas dit. Et à partir de ce moment-là, alors moi j'appelle ça le col rouge, si vous voulez, parce que c'est le toréador face à son taureau, avec sa muleta. C'est-à-dire quelqu'un qui, au fond, utilise cet esprit de finesse et non plus cet esprit de logique. Et puis, c'est permettre aux consommateurs, aux clients, de créer. Le mot anglais prosumer, producteur-consommateur ou consommateur, a été beaucoup employé, mais il est tout à fait dans la question qui vient d'être posée. Et écouter non seulement sur le plan émotionnel, mais créatif. C'est-à-dire que le client, le consommateur, peut beaucoup apporter en valeur ajoutée à l'entreprise. D'ailleurs, ce que font toutes les grandes plateformes dites GAFA ou Natu, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Natu. GAFA, vous connaissez, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Natu, c'est Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Ce qu'ils font, ce qui fait le succès de ces plateformes, c'est qu'ils savent écouter leurs clients, leurs consommateurs, qui créent de la valeur ajoutée chez eux, qui revendent ensuite aux autres. Merci. Un dernier mot. Je pense que c'est bien d'écouter les consommateurs et c'est bien d'écouter ses collaborateurs, mais franchement, ça ne suffit pas. Comme disait Ford, Monsieur Ford, il disait, si j'avais écouté mes consommateurs, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Bon, bah oui. Et donc, il faut écouter les évolutions technologiques, il faut écouter ce qui se passe à l'extérieur. Et il se passe énormément de choses aujourd'hui. La plupart de nos entreprises, la plupart de nos business models sont mis en cause par des nouveautés sociologiques ou technologiques. Donc, il faut absolument être à leur écoute. Et vous aviez, dans la fin des années 90, Jack Welch qui disait, il avait créé un mouvement intérieur à GE qui disait « destroyyourcompany.com ». Il fallait détruire l'entreprise. Il fallait que chacun d'entre nous détruise l'entreprise. C'était absolument génial. Il faut continuer à le faire aujourd'hui, comprendre ce qui nous arrive de l'extérieur, en quoi ça veut démolir le modèle. Les clients, ils ne le savent pas toujours. Merci beaucoup. Entreprise libérée, partage du pouvoir dans l'entreprise, place de l'entreprise dans le collaboratif, c'est tout de suite et c'est juste après ce petit jingle. Et alors, avant de passer à cette seconde partie du débat, toujours pilotée par Véronique Angéleux-Fribert, je vous rappelle les règles du jeu, bien sûr. Vous avez le hashtag FCE 2015, vous posez des questions, vous interagissez, vous faites voir ce que vous entendez et entendre ce que vous voyez. Bref, vous participez à la grande résonance autour du FCE 2015 sur le chat. Vos retours d'expérience nous intéressent. N'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà poser plein de questions. Nous les poserons juste après l'émission à nos invités. Donc on prolongera. C'est une émission augmentée.
Véronique, c'est à vous. Merci. Alors, on va passer à la deuxième partie. Là, j'avais une question qui s'adresse à tout le monde, hein, en fait. Peut-être un peu plus à Diana, qui a écrit aussi quelques lignes à Michel récemment sur le sujet. Comment on peut repenser, dépasser en fait le discours sur le plein emploi, et comment repenser le travail en s'extrayant de cette notion de plein emploi? Je crois que tout le monde aura une réponse, certainement. Vaste sujet. Je pense qu'il y a un programme à écrire sur le sujet, programme politique. En fait, il faut bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a plusieurs discours et plusieurs théories sur l'évolution actuelle du travail. La première, c'est celle de dire que le travail va disparaître à plus ou moins long terme. Et déjà, on est en train de voir que le salariat est de plus en plus remplacé par de nouvelles formes de travail, plus indépendantes, les freelances, le travail collaboratif, et que donc du coup, ce paysage en miettes montre que c'est la fin d'un certain modèle et c'est la fin du salariat. Qu'il faut réinventer nos institutions de protection sociale, nos institutions de sécurité sociale pour couvrir les nouveaux risques de ces nouveaux travailleurs. En fait, si on observe bien, c'est pas tant que le salariat disparaît, c'est qu'il est de plus en plus combiné avec d'autres formes de travail, notamment le travail sur les plateformes collaboratives, parce que tout simplement, le salariat ne permet plus de nourrir les gens comme il le permettait avant. C'est une évolution qui est déjà là depuis 30-40 ans. Il y a une réelle stagnation du pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes, et même une baisse, en fait, tandis que les rémunérations de 0,1% sont en train d'exploser, parce que c'est leurs compétences, en fait, qui sont les plus demandées dans ce monde technologique. Et que, par ailleurs, avec les politiques d'austérité qui sont pratiquées depuis très longtemps, en fait, les filets de sécurité traditionnels s'amenuisent. Donc les gens sont obligés d'aller sur des plateformes du collaboratif pour boucler les fins de mois. Est-ce que c'est vraiment la fin du salariat, des plateformes collaboratives, ou est-ce que c'est la réinvention d'un nouveau type de salariat qui n'est plus défini forcément par le lien de subordination ou par le contrat de travail, donc qui est complètement hors du code social tel qu'il a été finalement élaboré définitivement avec la 4ème République, avec le préambule de la 4ème République par le CNR. Mais nous sommes en train de rentrer dans un type de néo-salariat qui se définit par une dépendance économique extrêmement forte, par une relation, si elle n'est pas hiérarchique sur le papier, elle est celle de quelqu'un qui commande et quelqu'un qui obéit, puisque c'est l'application finalement qui dit ce qu'il faut faire, et c'est le client qui est roi. Donc si le client n'est pas content, la personne ne peut plus intervenir sur le réseau collaboratif, qui est en fait une vision beaucoup moins utopique que celle qu'on voit souvent sur le papier, celui de l'entrepreneuriat pour tous, etc. Donc ça, c'est juste un constat, hein. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est ce qui nous attend et qu'on va tous se retrouver dans ce monde-là, mais il est important de comprendre cette évolution pour prendre les devants et de comprendre quelles sont les actions politiques, sociales et économiques qui sont attendues de nous pour éviter que ce modèle ne devienne majoritaire. Parce que si vraiment on tire le trait jusqu'au bout, c'est une masse de 90% de gens qui ont des petits boulots, qui complètent leurs revenus sur des Uber ou sur d'autres plateformes collaboratives, et une toute petite élite des ingénieurs qui possèdent le capital, qui possèdent les compétences, qui possèdent l'accès aux décisions, aux lobbies, aux élites politiques, pour relayer d'ailleurs leurs propres demandes. Et le reste de la population, elle vit sur un filet de sécurité, peut-être réinstauré, pourquoi pas un revenu de base, mais finalement on ne s'en préoccupe pas tant que ça, tant qu'il vivote, il ne meurt pas. Ce n'est pas du tout la société dans laquelle moi, personnellement, j'ai envie de vivre. Celle dans laquelle j'ai envie de vivre, c'est plutôt que chaque personne ait l'opportunité de choisir comment elle va travailler et quand elle va travailler. Comment elle doit travailler, c'est aujourd'hui, j'ai besoin d'être salarié parce que ça me procure une certaine stabilité, parce que j'ai un enfant ou j'en sais rien, j'ai besoin de bénéficier de tout ce code social dont j'ai hérité. Mais demain, j'ai envie d'être freelance. Mais si je suis freelance, je ne veux pas être dans une situation démesurément plus critique et risquée que le salarié à côté. Je ne veux pas être dans une situation où si je réduis mon activité, si par exemple j'ai un accident de travail, je me casse une jambe, je vais avoir plus aucune activité demain, je ne vais pas être indemnisé par la sécurité sociale, et même si je gagne 100 000 euros par an, je tire le trait, mais même si je gagne très bien ma vie comme un salarié, je ne vais pas avoir de prêt à la banque, et je ne vais même pas réussir à louer un appartement à Paris parce qu'il me faudrait un CDI. Parce que ça, c'est la situation qui aujourd'hui elle est extrêmement peu favorable au développement justement de cette forme choisie de travail, de l'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Moi, ma grande théorie, c'est qu'il y a 3 angles d'attaque. Le premier angle d'attaque, c'est la redéfinition d'une nouvelle sécurité sociale qui est adaptée à cette situation-là et qui permette de l'accompagner, qui permette une protection beaucoup plus générale et qui couvre les nouveaux risques de ces nouveaux travailleurs.
La deuxième orientation pour moi, c'est que ces nouveaux travailleurs est une force de représentation qui on pourrait appeler un syndicat adapté à notre ère. Alors, je sais très bien tous les rêves et toutes les peurs qui sont associés au syndicat rouge, mais en réalité, qu'est-ce qu'un syndicat à la base? C'est quelqu'un qui porte les revendications et qui permet de les construire auprès de certaines personnes, de certaines institutions qui sont le politique, qui sont le manager, qui sont l'employeur, donc dans le nouveau cas la plateforme, et qui permettent en fait potentiellement de créer non pas nécessairement un conflit, mais un échange constructif. Ne serait-ce que les demandes se communiquent. Et enfin, la troisième chose, pour moi, elle est politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, le salariat est notre manière la plus confortable d'être au monde. Quelqu'un qui se retrouve au chômage, c'est même pas qu'il perd tous ses moyens d'existence, c'est qu'il perd ses repères psychologiques. On parle justement, vous avez tous parlé de l'émotionnel. L'émotionnel compte beaucoup parce que c'est par son travail salarié, son CDI, qu'on se rapporte aux autres, qu'on se situe dans la société. Et si on continue à faire ainsi, on va pas du tout réussir à articuler une société autour d'un projet qui soit un peu différent. Pour moi, ce projet peut être un projet citoyen, un projet d'entrepreneuriat, enfin quelque chose qui nous définit non pas comme des travailleurs, des salariés dont la plus-value est extraite, mais comme des acteurs, des créateurs, ceux qui imaginent. Évidemment, une espèce d'institution renouvelée, imaginaire de chacun d'entre nous. Évidemment, c'est une vision idéale, ça ne sera pas comme ça. Je ne suis pas du tout pour vous vendre encore une utopie. Mais c'est bien d'avoir des visions idéales pour pouvoir tendre vers quelque chose. Comme la vision idéale de la démocratie qui nous permet parfois de corriger les défauts de la nôtre. Oui, vous appelez vraiment une réforme là, de l'État, la sécurité sociale, des structures, etc. Et de plus en plus de voix font écho à ce que vous dites depuis déjà un certain temps, depuis qu'on se rend compte que le pourcentage de travailleurs précaires, d'auto-entrepreneurs, enfin d'indépendants, est en forte croissance, choisis ou non choisis. Donc je pense qu'il y a des réactions de tous côtés. Je trouve que Diana a très très bien décrit l'évolution du salarié, qui est la grande question en ce moment. L'indépendance, la nécessité de protection sociale. Vous auriez pu aussi parler de la grande discussion internationale du minimum garanti pour les jeunes. C'est très important aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'indépendance et il y a l'intermittence. Et alors, on a beaucoup critiqué les intermittents du spectacle, mais la notion du nouvelle indépendance, des slashers et des freelancers, c'est l'intermittence. C'est-à-dire, on fait ça pendant un certain temps, ça en double avec ça d'autres, et ça aussi. On gagne peut-être moins d'argent, mais on donne du sens à sa vie, on a un rôle plutôt qu'un job. Et cette génération-là, les millennials, l'a parfaitement compris. Alors que les parents, les politiques, les industriels, les profs disent, il faut que tu aies un salaire pour pouvoir emprunter à la banque, t'acheter une maison ou louer un appartement, te payer des vacances, te payer une bagnole. Bagnole, ils s'en foutent. Ils veulent plus posséder une voiture. Ils ont maintenant Blue Car ou Vélib. Le logement, c'est Airbnb pour trouver où est-ce qu'il faut se loger. Donc leur niveau de vie par rapport à ceux des parents qu'il fallait emprunter, avoir la confiance de la banque pour ce genre de vie, c'est pas le même niveau de vie. Donc on peut gagner moins d'argent en faisant des choses qui vous intéressent avec un rôle plutôt qu'un job. Et c'est ça la nouvelle tendance de cette génération. La grande question, c'est la question de la protection sociale et celle du minimum garanti. Moi, je vois aussi un challenge pour les entreprises traditionnelles, c'est finalement d'ouvrir ses portes à des carrières qui sont un petit peu atypiques. C'est-à-dire que c'est vrai que le format du jeune diplômé qui va faire son stage et qui ensuite va rentrer dans l'entreprise et qui ensuite va aller dans une autre entreprise, etc. On commence maintenant à avoir des CV plus étonnants avec des gens qui ont commencé leur vie professionnelle par une idée entrepreneuriale qui réussit pas, ça c'est pas tellement le sujet, mais ils ont fait un choix relativement courageux en sortant de l'école, qui zappent, en effet, qui peuvent avoir une expérience un peu atypique et après qui veulent revenir à un moment dans le circuit classique parce que ça les intéresse à ce moment-là d'aller se former dans un grand groupe. Et là, comment va réagir le grand groupe ? C'est « Ah ben non, il fallait venir nous voir il y a 2 ans quand vous sortiez de l'école. Où est-ce qu'on va être capable de voir finalement le supplément d'âme et de maturité et de créativité que peuvent apporter ces profils un petit peu atypiques. Alors, ok, ça va être compliqué parce qu'il faudra et on va les mettre dans la grille et à quel poste ils vont, à quel niveau ils vont arriver. Oui, ça va être compliqué. Mais si aujourd'hui les grands groupes et notamment ceux qui essayent d'avoir des vraies gestions des talents ne sont pas capables d'intégrer ces talents-là, ça veut dire qu'il va y avoir un petit problème. C'est aussi le rôle du manager augmenté. S'il est augmenté, il doit avoir compris un tas de choses, être à l'écoute. Donc Joël, vous voulez réagir très vite. Et après, Michel. Toujours dans la suite de la discussion, je pense que cette notion d'ubérisation du travail, qui est très, très dans la tête de la génération du millénium,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils peuvent se coéduquer grâce aux réseaux sociaux, c'est-à-dire acquérir des compétences que l'école met trop le temps à leur apprendre. Donc, ils ont un savoir-faire. Maintenant, avec les logiciels de mise en relation de l'offre et de la demande, du type Uber, mais il y en a beaucoup d'autres, il y a Samnac et plein d'autres, avec ces logiciels-là, ils peuvent se placer en gérant le temps et l'information. Ça, je voudrais y revenir tout à l'heure sur la gestion du temps et de l'information, parce que c'est fondamental dans le management moderne, à la fois pour le manager lui-même et pour les gens qui travaillent avec lui ou elle. Et donc, ces jeunes qui ubérisent le travail, ils savent comment apporter la compétence au moment de la demande et gérer leur temps et leur information pour être performants dans ce qu'on leur demande de faire, même s'ils sautent sur un autre sujet 3 mois après. Donc cette notion de ubérisation du travail, avec les compétences acquises par les réseaux sociaux et la coéducation, devient quelque chose qui compte beaucoup pour cette génération. Michel, vous voulez dire quelque chose ? Oui, mais je vais toujours en général dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je m'aperçois qu'on a coupé les liens avec l'environnement à partir des physiocrates, si vous voulez, à peu près au XVIIIe siècle. Hein. C'est-à-dire que là, on a vu qu'on pouvait prendre du pétrole, du gaz, du charbon, etc., et qu'on avait au fond plus besoin de la nature. On a coupé le lien avec les autres, avec la télévision et la radio, puisqu'on pouvait être tout seul et avoir toute l'information à sa disposition. Moi, je trouve une génération de jeunes aujourd'hui qui coupent les liens avec eux-mêmes, en étant dans l'immédiateté, c'est-à-dire en étant complètement réactifs à ce qui se passe sur le net, entre eux, au jour le jour, sans avoir de vision de leur histoire par rapport à leur futur. Et ce qu'il va se passer, et moi je le découvre dans ma propre boîte, c'est que les gens ont besoin à la fois de cette indépendance dont vous parlez, mais également de la force du groupe. C'est-à-dire de faire intra-entrepreneurs et non plus seulement des entrepreneurs individuels. Ils ont besoin de retrouver le groupe. Et quand ils retrouvent le groupe, ils n'ont pas besoin de contre-pouvoir. Car vous oubliez une chose, quand vous mettez du contre-pouvoir, c'est que vous développez du pouvoir. Puisque, à la limite, les contre-pouvoirs, quand ils prennent le pouvoir, je peux vous assurer qu'ils sont encore plus autoritaires que les pouvoirs en question. Et donc, quelque part, pour sortir de cette monarchie, il est absolument indispensable de développer de la fraternité. Donc, bien sûr que la liberté est de plus en plus quelque chose d'important pour la jeunesse. Et ça, je le conçois. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la force de l'entrepreneur. Mais en même temps, si on veut faire force, il faut de la fraternité. Et toute la difficulté, c'est l'éducation. Et c'est là, je reviens à cette dimension éducative. C'est à la fois dans l'entreprise, à la fois dans le village, à la fois à l'école, où il faut reconstruire de la fraternité, c'est-à-dire reconstruire du groupe, et en même temps, on va reconstruire un lien à l'environnement, c'est-à-dire on va privilégier l'écologie comme domaine absolument essentiel pour notre survie. Le commun dont vous parliez tout à l'heure, c'est la fraternité dans notre société et dans l'entreprise, qu'on l'appelle solidarité ou autre. Diana va réagir certainement à... Ouais. Alors, en fait, je ne pense pas que notre génération en soi soit si différente de la précédente ou celle d'avant. En fait, chaque génération a voulu une rupture à un moment donné. Je pense que la petite différence, c'est qu'on est tous rentrés sur le marché du travail à un moment où le marché du travail n'était plus capable d'intégrer les hordes de jeunes diplômés et encore moins de ceux qui ne sont pas du tout diplômés, contrairement à la génération précédente qui, avec les 30 glorieuses, a bénéficié de l'ascension sociale, de la carrière à vie, de la protection, etc. Donc notre génération, et je ne voudrais pas du tout me faire d'illusions sur le fait que d'un coup la nature humaine soit devenue bonne, on verra comment on réagit dans 20 ans, 30 ans, peut-être que... Il y aura exactement la même interview avec de la réalité augmentée partout et quelqu'un de ma génération qui prenait la collaboration va nous défendre l'organisation hiérarchique en disant qu'il n'en est plus avec ses rêves de jeunesse de la collaboration, c'était bien beau, mais maintenant il faut bien faire tourner la boîte. Pourquoi pas ? C'est possible et je pense que même que ça sera le cas. Mais ce n'est pas une raison pour désespérer et surtout ce n'est pas une raison pour expérimenter. Notre génération, en fait, elle est beaucoup plus lucide et beaucoup plus pessimiste sur plein de choses. On n'a pas... beaucoup d'entre nous avons bénéficié, avons fait des grandes études, ou en tout cas celles qui devaient nous mener vers une très bonne carrière, et on a été déçus. Donc on a essayé de faire les choses nous-mêmes, et on s'est rendu compte à quel point c'est difficile. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont échoué et qui retournent justement travailler dans les grandes entreprises ou dans les plus petites entreprises. Ça s'est pas passé inaperçu d'une manière émotionnelle. Mais ça n'empêche pas que cette expérience-là, je pense qu'elle est très utile dans tous les domaines de la société et qu'elle va, d'une manière vraiment irrémédiable, avoir un effet à plus ou moins court terme, à plus ou moins plutôt long terme.
Et que ces entreprises-là, qu'elles soient traditionnelles ou nouvelles, vont être transformées par ces générations pour lesquelles plein de choses, en fait, sont naturelles. Enfin, le fait qu'on pense d'abord une équipe comme étant une team qui bosse ensemble, qui collabore pour faire sortir un projet ensemble, je le retrouve partout, dans les grandes entreprises, dans l'entrepreneuriat, dans l'associatif. C'est une idée qui est assez répandue. Et ça va complètement changer la manière dont est construit le monde. Et aussi le politique et aussi la citoyenneté. Dominique avait un petit mot, puis ensuite Caroline. Oui, je pense que vous soulevez plusieurs questions, toutes plus importantes les unes que les autres. La première, c'est celle de la sécurité dans un monde où la nature du lien de travail est en train de changer. On a de plus en plus de gens qui ne sont pas dans une situation de salariat et qui ne sont pas dans une situation sûre. Ne pas pouvoir prendre un appartement, ne pas pouvoir prendre un prêt pour peut-être pas s'acheter une voiture parce qu'on n'en a plus besoin, mais autre chose. C'est une vraie difficulté. C'est extrêmement concret. On a un énorme problème social qui est là au sens management social. Et vous l'avez dit tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord, un problème politique. Bon. On a un deuxième problème que vous soulevez, moi je regardais plutôt celui du CDI que de l'anti-CDI, parce qu'en fait les CDI aujourd'hui sont entrés dans une logique de défense de leurs intérêts en tant qu'acteurs, qui fait qu'ils se protègent des autres. Demandez aux gens dans une entreprise s'ils veulent qu'on embauche quelqu'un, ils diront non, parce qu'au prochain plan social, c'est les derniers arrivés avec des statuts en CDD et autres qu'on virera, mais c'est pas moi. Et cette notion de last in, first out, qui est épouvantable, est en fait une notion où on considère les gens comme des commodités. Et les CDI sont des commodités tout à fait particulières parce qu'elles ont besoin de se protéger contre les autres. Donc là, on a un problème culturel et évidemment un problème de droit du travail parce qu'on n'en est pas sorti de cette auberge des CDI. Et puis la troisième question que vous posez, et c'est pour ça que je ne parle jamais de différence entre les générations, c'est qu'il faut accepter que nous sommes tous obsolètes. C'est-à-dire que l'on sorte de l'école aujourd'hui ou que l'on soit sorti il y a 20 ans, on est obsolète. Moi, je vois les gens qui sont sortis des grandes écoles d'ingénieurs en juin dernier, ils sont incapables de me faire de la résistance des matériaux pour une imprimante 3D. Ils n'ont pas appris ça. Donc, ils sont déjà obsolètes par rapport à une nouvelle technologie qui arrive. Et on l'est tous tout au long de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut regarder les technologies et le progrès avec un angle nouveau. Et non pas seulement avec cet angle relativement classique qui est de dire « Oh là là, la technologie va détruire des jobs, on n'aura plus de travail, etc. » Moi, je pense qu'au contraire, on aura énormément de travail dans les prochaines années. On va créer un très grand nombre d'emplois. Mais ils n'ont pas besoin des mêmes savoir-faire, ces emplois. Et il y a des savoir-faire très élevés, que vous avez mentionné tout à l'heure, qui fait qu'effectivement, ceux qui ont des savoir-faire très élevés risquent d'être extrêmement bien payés. Oui, on va vers une bipolarisation de la société, ça va être difficile de faire autrement. Mais c'est plus intéressant de voir les savoir-faire que peuvent acquérir des gens aujourd'hui grâce à des technologies nouvelles. Si je peux devenir chauffeur Uber aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le GPS. J'ai plus d'examen à passer pour connaître les rues de Paris. Mon GPS me les donne. Donc le GPS m'a reskillé, en quelque sorte. Et en fait, je peux vous en donner des dizaines d'exemples comme ça. Et ça, il faut vraiment qu'on s'habitue à cette façon, à tous, quel que soit notre âge, de revoir notre position par rapport au savoir-faire et notre obsolescence. On est tous augmentés, en fait. Il faut tous s'augmenter, notamment accepter oui, son obsolescence, c'est un sacré moment d'augmentation. Oui, c'est vrai. Je reviens aussi sur l'allusion que vous faisiez aux générations. C'est vrai que chaque génération croit que la précédente va bouleverser les choses, ou que la précédente, aurait dû bouleverser les choses, a failli quelque part. Moi, j'ai l'impression qu'on a tous voulu, à un moment ou à un autre, surtout vers la vingtaine, changer le monde. Certains d'entre nous le veulent encore, et on espère le faire avec les générations qui suivent, et ça c'est très important. Bon, alors, par contre, la génération, il faut quand même dire que la génération un peu d'avant quand même tient avec une poigne tout à fait rigide les rênes du pouvoir dans tous les domaines. Ne lâche pas, lâche rien. Je veux bien être gentil, mais quand même la réalité c'est que aussi on trouve des chemins qui sont différents. Parce que on n'arrive plus, en fait, on n'est plus naturellement intégré, on n'a plus cette promesse d'arriver un jour. Enfin, vous prenez toutes les générations des diplômés, juste les perspectives, même dans les organisations traditionnelles, sont beaucoup moins bonnes. Enfin, ça dépend des organisations, mais elles sont quand même beaucoup moins bonnes. Personne n'est assuré de devenir partenaire dans un cabinet d'avocats. Je ne parle même pas des femmes, 10 ans après la sortie, 10 ans après la sortie du barreau. Et c'est un problème. Enfin, c'est un problème et une opportunité. C'est cette opportunité qui nous a tous permis, au bout d'un moment, de se poser la question de « mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» Question qu'on ne se serait pas posée si on était directement lancé avec un super gros chèque et des bonus qui nous permettraient d'acheter un appartement en 3 ans. C'est plus le cas, mais c'est génial. C'est génial parce que du coup, on est obligé de repenser complètement comment fonctionne le système et on s'est pas fait acheter suffisamment tôt. Et donc maintenant, c'est un peu tard parce que
du coup, avec l'expérience acquise, on arrive à la trentaine, on ne va plus se faire acheter. Il y a certaines choses qui sont vraiment solidement installées, et quel que soit notre chemin futur, enfin je l'espère, hein, on va les mettre en œuvre, on va les diffuser dans les organisations où on va être. Et donc pour moi, c'est très important que finalement, ça soit une refonte de la culture des organisations traditionnelles, parce que moi, je préfère largement que les organisations traditionnelles se mettent à jour, rattrapent Uber, quoi, qu'elles disparaissent, parce que c'est la disparition d'une expérience, d'un savoir-faire humain qui est colossal, mais c'est juste qu'il faut se mettre à jour. Et surtout dans le politique, où il y a besoin que cette nouvelle génération, qui n'a plus envie forcément de participer à des partis extrêmement, pour le coup, très hiérarchiques, avec une autorité qui n'est pas légitime, qu'ils transforment, ou alors qu'ils en créent de nouveaux. Mais en tout cas, qu'il y ait une force qui porte un projet social, qui parle aux gens, qui soit inclusif et qui soit en rupture un peu avec, pour le coup, dans une vraie rupture, avec un modèle du XXe siècle qui, en fait, ne parle plus à personne, même aux anciennes générations. C'est vrai. Caroline. Oui, alors je voulais juste revenir sur la notion de collaboratif et le fait de travailler ensemble, etc., qui, en effet, maintenant irrigue toutes les entreprises, toutes les organisations, et ça paraît vraiment complètement tarte à la crème. En revanche, je pense qu'il y a encore un enjeu qui n'a pas été complètement appréhendé, c'est au niveau du leadership, l'idée un peu d'une forme de leadership partagé et d'arriver au niveau, on va dire, ultime de direction des entreprises, de ne pas toujours réagir autour de l'homme providentiel, parce que on parle souvent d'un homme, et d'avoir une vision peut-être un peu plus moderne de ce que peut être aujourd'hui une direction. Donc non, une direction, c'est pas forcément un homme de 50 ans qui a fait des grandes études. Et c'est vrai que la logique de leadership partagé auquel on croit beaucoup, c'est vraiment finalement quand on se rend compte, et ce que vous dites très bien dans votre livre, à quel point les enjeux sont maintenant énormes. Enfin, les managers ou les leaders sont juste dépassés par tout ce qui se passe autour d'eux. Enfin, le tableau de bord, il commence à devenir un petit peu inappréhendable. Donc, moi, je pense qu'on serait mieux à plusieurs, en fait, pour y arriver. Et ça, c'est vraiment un mythe qui est très, très, très solidement ancré dans les grands groupes, même parfois dans les petites entreprises. C'est qu'il faut qu'il y ait une personne à la tête, sinon ça ne va pas marcher. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être challengé. Michel et puis Joël qui avaient une réaction. Je reviens sur ce que disait Dominique à propos justement de la complexité qui arrive et qui va être extrêmement importante. Et dans cette complexité, moi j'ai beaucoup fréquenté des amis, beaucoup d'énarques, et je me suis aperçu que l'école nous avait préparés à répondre aux questions, mais pas à se les poser. Et que dans le monde qui arrive, on a besoin, dans ce brouillard, de débrouillards. Et les débrouillards, moi je les ai vus, par exemple en Uruguay, là où les gens ont beaucoup de difficultés à vivre, et où ils arrivent dans cette complexité à trouver quand même le moyen de survivre, parce que justement, ils savent se poser des questions. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est d'apprendre l'ensemble de nos salariés indépendants à se poser des questions pour pouvoir effectivement résoudre et se débrouiller dans la complexité. Alors, pour revenir et rester sur la question des générations, je ne crois pas au miracle de la génération montante qui va bouleverser les choses par rapport à la génération ancienne. Je ne crois pas à ce gap. En revanche, je crois que le manager augmenté a besoin de 3 types de cultures que cette génération-là peut contribuer à apporter. 1, c'est la culture du numérique. 2, c'est la culture de la complexité. 3, c'est la culture de l'accélération exponentielle. Je m'explique. D'abord, la culture du numérique, ça doit être partagé. Je dis souvent, dans l'entreprise, ayez le même âge numérique entre les stagiaires qui viennent de rentrer et les pré-retraités de 60 ans ou de 65 ans. Avoir le même âge numérique, c'est pas travailler en silo avec des logiciels classiques, mais c'est savoir faire la transversalité en toute une série d'applications, les mettre en commun pour résoudre des problèmes qui se posent à vous. Or, cette génération, de toute évidence, les millennials, ils ont la culture numérique, ils peuvent l'infuser, la diffuser, faire de la coéducation intergénérationnelle dans l'entreprise sur la culture du numérique. La culture de la complexité, malheureusement, elle manque dans notre pays. Nous sommes un pays cartésien qui a l'habitude d'analyser la complexité en petits morceaux pour agir sur chacun des petits morceaux. Or, Michel a bien mentionné les énarques, j'ajouterai les X, ce ne sont pas les maths et le droit, ce ne sont pas les maths et le droit qui sont les seuls outils pour gérer la complexité. Les maths et le droit sont des outils analytiques. Pour la gestion des hommes, le droit, pour la gestion des choses, les maths.
Et donc, on a besoin aujourd'hui d'une vision d'interdépendance que les médecins, les écologues, les agronomes, les gens qui ont fait d'autres types d'écoles peuvent apporter. Parce que la clé du management de la complexité, c'est de repérer les interdépendances, les effets pervers et les amplifications. Et enfin, la culture de l'accélération exponentielle. On oublie, on pense linéaire. J'ai dit, on est un pays cartésien, un pays de l'analytique, et on est aussi un pays du linéaire. On dit, ça s'est passé comme ça pendant les 10 dernières années, ça va se passer comme ça pendant les 10 prochaines années. Mais l'exponentiel, c'est le nénuphar qui double de volume, il est rond, dans un bassin circulaire. Au bout du 93e jour, il double tous les jours, hein. Au bout du 93e jour, il atteint 3% de la surface du bassin. 3%. Question, quand est-ce qu'il aura atteint la totalité de la surface du bassin? Dans 5 jours, au 98e. Donc la culture exponentielle, on est dedans, complètement. Le temps Internet, c'est pas du temps en dizaines d'années, c'est du temps même pas en années, c'est du temps en mois, parfois même du temps en heures. Et je pense qu'il est indispensable pour le manager augmenté de comprendre ces 3 cultures, celle du numérique, celle de la complexité et celle de l'accélération exponentielle. Ah, qui va réagir? Ça, c'est pas facile. Michel? Non, c'était seulement pour dire que tout ça, c'est possible si on change au moins 4 paradigmes dans notre société, puisque ce que vient de dire Joël, c'est en réalité, moi je rencontre, y compris dans la science encore, en particulier dans la science molle, bon, je suis administrateur de la Maison des sciences morales et humaines, et on s'aperçoit que les gens restent encore quelquefois très binaires. C'est-à-dire, c'est vrai ou c'est faux. Alors que les physiciens quantiques, pour reprendre le cas de Einstein, depuis 100 ans, puisque ça y est 100 ans cette année qu'il a sorti son livre, montre à quel point on est dans l'ambivalence. C'est pas à Dominique qu'on va dire le contraire, qu'on passe maintenant d'une société où la partie construit le tout et non plus le tout qui définit la partie. On est dans une société où, dans une certaine mesure, on pourrait dire, on rentre dans la sérendipité, c'est-à-dire dans une logique non plus prédictive, mais une logique effectuelle. Complémentariste, zen, une logique de la complémentarité. Absolument. Et donc, c'est tous ces paradigmes-là, plus bien sûr celui qui nous permet de sortir du linéaire, c'est-à-dire de cette vision où le chemin se fait selon une ligne du temps, si vous voulez, alors qu'on est dans des organisations circulaire, si vous voulez, hein, dans lequel l'effet, la conséquence a des effets sur les causes, etc. Donc, c'est tous ces paradigmes-là qu'on n'a pas encore réellement fait nôtre, si vous voulez. Et c'est cette période de rupture que les jeunes peuvent nous aider à faire. Moi, j'adhère complètement à ce qui a été dit. Je pense que c'est une analyse synthétique et brillante de nos enjeux. Je rajouterais l'élément de la prise de risque, qui est aujourd'hui quelque chose, je trouve, dans les entreprises qui est très compliqué à gérer, d'autant plus dans nos activités où normalement on est censé prémunir des risques. Mais il va falloir qu'on apprenne à prendre des risques et sortir de la culture du bon élève qui n'a jamais failli. Et ça, je pense que c'est un problème français. C'est un problème aussi des grandes structures. D'admettre en fait de se tromper et de le gérer sereinement. Et ça, chez les managers, c'est très compliqué parce qu'ils imaginent tout de suite le retour de bâton. Donc même s'ils ont une bonne idée, ils ont tendance à la garder pour eux. Et dans le top management, ils se disent si jamais on fait une erreur, on va être déconsidéré et on va penser qu'on n'est plus à notre place. Donc là, vraiment, oser prendre des risques. Je pense que cette génération, elle nous le démontre chaque jour, justement en prenant des voies un petit peu parallèles et divergentes. Mais ça serait bien que certains niveaux plus importants des entreprises, ce soit un peu contagieux. On est un pays qui a introduit le principe de précaution dans la Constitution, plutôt que le principe d'attrition. Le principe de précaution, c'est tant que les scientifiques et les experts ne nous ont pas dit qu'on pouvait y aller, on n'y va pas et même on l'interdit. Le principe d'attrition, qui est complémentaire, au sens, le disait tout à l'heure Michel Hervé, le principe d'attrition, c'est même si les scientifiques et les experts ne nous ont pas dit qu'ils savaient encore si on pouvait y aller, ensemble, en tant que société, nous prenons le risque de comparer les avantages et les inconvénients et d'y aller. En anglais, il y a le venture capital. Le venture capital, ça a été mal traduit en français par le capital risque. Alors en fait, c'est le capital aventureux, le venture capital. C'est ce qui permet d'avoir une aventure dans le lancement d'une entreprise nouvelle. Et nous, cette peur de prise de risque et le principe de précaution stérilise absolument toute initiative sociétale, pas individuelle, heureusement. Alors, Alexandre Jardin, qui a créé les Zèbres, était hier à la France des solutions où je passais la tête et parlait, lui, du principe de confiance. Je trouve ça pas mal non plus parce qu'on a parlé toute la soirée de l'harmonie, de la confiance, la fraternité. Mais je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, la vision, les valeurs
l'écoute, la confiance. C'est en réponse au principe de précaution et d'attrition, mais bien sûr, vous l'avez dit. Dominique, on va terminer ensuite par une rapide conclusion par vous trois, et puis en 1 minute, voilà. D'abord, je suis 100% d'accord avec le principe d'attrition. Je pense qu'il faudrait inscrire dans la Constitution une date de péremption pour chaque loi et chaque règlement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vote quelque chose, il faudrait qu'il y ait en même temps la date de péremption, 6 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, que sais-je, mais il faudrait qu'il y ait une date de péremption avec, parce que ça éviterait d'avoir des millefeuilles que ce soit juridiques. recyclable. Voilà. Ensuite, je pense que le point de l'exponentialité est extrêmement important. Je crois qu'on vit à la fois 2 exponentialités en même temps. C'est ça qui nous pose un peu de problème. La plupart des technologies qu'on regarde sont exponentielles. C'est la loi de Moore, etc. Technologie par technologie. Mais ça va plus loin. C'est-à-dire que les technologies, elles se combinent entre elles. On arrive aujourd'hui à avoir des gens qui, en combinant 3 ou 4 technologies, donc 3 ou 4 exponentialités, ont une exponentialité encore plus grande. C'est pas un hasard si Tesla est dans l'automobile, si Apple commence à être dans l'automobile, etc. Donc on voit des gens qui changent de secteur de façon extraordinairement rapide parce qu'ils jouent sur cette double exponentialité. Et pour moi, la question que ça pose en termes de management, c'est comment est-ce qu'on se forme à devenir manager avec tous ces savoir-faire. Personnellement, je vois 3 pistes pour se former. Il y en a une qui est de se former tout seul. C'est-à-dire, si on est comme Bouddha, on y arrive. Franchement, quand vous regardez la vie de Bouddha, vous n'avez pas envie de faire ça. Bon. La deuxième, c'est de prendre un coach, un mentor, et c'est bien, ça marche. On peut même faire du reverse mentoring, comme on le mentionnait tout à l'heure. Why not? C'est très bien. Mais je pense que la façon la plus importante par laquelle on va se former demain en tant que manager, c'est d'accepter le co dans tous ces états. Co-learning, co-développement, le gaming, qui est une forme de co. Et là, on va réussir, parce que quand on est en co, on se met en cause. Il y a forcément un aller-retour. Et là, on réussit à acquérir ces nouvelles compétences. Mais c'est extrêmement compliqué. Et pour tout le monde, je disais tout à l'heure, on est tous obsolètes. Hein. Donc, on a tous besoin d'avancer vers des nouvelles compétences. Eh bien, essayons de le faire ensemble. Alors, 1 minute, qui veut... Diana, allez. Alors, pour finir dans le concret et plus vraiment dans les enjeux de l'organisation, je pense que le manager, une des 2 choses de quoi il doit être augmenté, c'est de ses hommes, de son équipe. En gros, c'est l'idée, c'est qu'on est tous complémentaires, on ne peut plus détenir le savoir à la vérité absolue. Donc, une bonne équipe, une équipe qui fonctionne, c'est des gens qui sont parfaitement choisis, qui ne sont pas forcément les plus intelligents dans leur domaine, mais qui ont une connexion émotionnelle, qui est de l'empathie, qui ont une compréhension, et qui soient prêts à travailler ensemble. Et le manager est celui qui arrive à écouter tout le monde, avoir tous les points de vue et tous les angles de compréhension et d'attaque nécessaires, et de prendre une décision. Il y a quand même une question de prise de décision qui est essentielle. Alors, comment faire dans les organisations traditionnelles, on les appelle comme ça, pour pouvoir inclure cette nouvelle culture de l'organisation? Je pense qu'il faut aller au contact des entrepreneurs, des associations, des gens qui bossent dans l'écologie, des agronomes qui ont une vision complètement différente en fait, du fonctionnement. C'est quoi la connaissance? C'est la création de rapports entre des savoirs qui n'ont pas de rapport a priori entre eux. Et c'est ça qui peut être intéressant pour une organisation, pour se réformer. Et enfin, je dirais que ce qui est très important, c'est que chaque organisation mette une stratégie de formation de ses managers et de recrutement qui soit adaptée à la vision de la culture et des structures qu'elle veut élaborer demain. Donc je ne sais pas par quoi ça passe par beaucoup de choses, un incubateur interne de personnes, des sessions de formation, les jeter dans l'inconnu. Mais c'est absolument nécessaire parce que c'est comme ça qu'ils vont ramener quelque chose de nouveau, du sang neuf, et que l'organisation va être transformée. Parce que certes, il y a besoin qu'il y ait une décision qui soit prise par le board ou par quelqu'un d'autre. On veut changer. Mais le changement, il ne viendra pas d'en haut. Il viendra seulement en changeant la culture de ces points, de ces nœuds de jonction qui sont les managers et surtout, et j'insiste parce qu'ils sont souvent en souffrance, le middle management. Donc voilà, c'est les 3 choses que je voulais, très pratiques. Michel, un mot? Oui, juste peut-être pour raisonner avec ce que disait Dominique, c'est passer de la collaboration, c'est-à-dire le labor en latin, le travail en commun, à la coopération, c'est-à-dire l'œuvre commune. Et Caroline, pour conclure. Moi, je voudrais revenir sur la notion de temps qu'on avait abordée un petit peu et sur le manager. Je pense qu'il est extrêmement important que nos managers augmentés apprennent à perdre du temps
Et ça, c'est vraiment un gros enjeu. Voilà, on est sollicité en permanence. Et cette notion, finalement, d'avoir un temps gratuit, un temps pour l'écoute, parce que là aussi, je suis vraiment... là, c'est quelque chose que je vis dans ma chair au quotidien, le manque d'écoute. Et d'ailleurs, j'avais un entretien avec un manager très prometteur et qui, à la fin, il a parlé pendant 45 minutes. Donc, moi, je l'ai écouté. Et à la fin, il m'a dit, mais tu sais que je pourrais vraiment pas faire ton job. Bon, voilà. Donc, on a encore beaucoup à faire là-dessus. Et donc, cette prise de distance, de lâcher prise et de temps en temps se poser. Merci à vous trois. Et puis, je repasse la parole à Éloi. Merci beaucoup Véronique, merci à tous. Nous allons retrouver d'ici quelques instants la synthèse à chaud. La synthèse à chaud de cette émission, en compagnie donc de Véronique Anger, bien sûr, et Joël de Ronet et Dominique Turc. Mais juste avant, on va faire un petit détour en compagnie de Nicolas Opnaud, et c'est juste après cette mini-pause. Nicolas, c'est le moment de la synthèse. Sur les réseaux, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoutez, beaucoup de réactions sur les réseaux, beaucoup de propos qui ont été relayés de tous les intervenants, pas mal de questions également qu'on n'a pas le temps de poser actuellement, mais qu'on pourra relayer plus tard sur les réseaux et en interview. Je dirais que pour conclure, je reprendrai un tweet de Rémi Hoche qui dit qu'en reprenant une phrase de Dominique Turc, qu'il faut accepter sa propre obsolescence. Il faut aussi accepter l'obsolescence des systèmes. L'obsolescence, donc, est, quoi qu'il en soit, programmée. Et c'est le moment, donc, merci beaucoup Nicolas, c'est le moment de terminer cette émission. Nous allons passer à la dernière partie, une partie de synthèse, avec Joël de Ronet et Dominique Turc, et autour de Véronique Anger de Fribert. Et j'en profite pour vous rappeler que donc, vous pourrez retrouver cette émission, mais aussi toutes ces prolongations, les prolongations étant les petits entretiens, vos questions vont être posées aux différents invités de ce soir. Vous retrouvez également l'article multimédia, vous retrouvez des périscopes, nous avons périscopé, donc nous étions en live sur Twitter. Vous retrouverez, bref, plein d'éléments, c'était une émission augmentée, un événement augmenté. Véronique, je vous repasse la parole. Merci Éloi. Donc pour terminer cette émission, j'aimerais avoir les réactions à chaud de Dominique et de Joël. Alors Dominique, je vous laisse la parole. Je pense que quand on touche le sujet du management augmenté et donc du manager augmenté par la même occasion, on ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est sorti ce soir, c'est un nombre incroyable de questions, toutes plus profondes les unes que les autres, sur le changement de notre système social, sur le changement de notre système de formation, sur le changement même de notre organisation du travail, sur le travail de demain. Et bon, c'est des questions un petit peu trop grosses par rapport au simple management augmenté, mais c'est important qu'elles sortent. Parce qu'en sortant, elles nous disent que quelque chose est en train de se passer dans notre société. Et il y a un mot qui n'est pas apparu ce soir, qui me semble extrêmement important. Il était entre les lignes, il était caché, il était derrière nous, il était devant nous. C'est le mot capitalisme. Bon. Nous sommes dans un système capitaliste. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, on est dedans. Bon. Il a ses avantages et ses inconvénients. Ce qu'il est en train de nous dire, ce système, en ce moment, c'est qu'il est en train d'étouffer d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui s'y sentent très mal, parce que c'est quand même le système capitaliste qui a amené la plupart des systèmes dans lesquels nous vivons aujourd'hui. L'internaute disait il faut changer les systèmes. Ah oui, effectivement, absolument, il faut changer les systèmes. Simplement, en haut de tous les systèmes, il y a le système capitaliste. C'est lui qui fait croire à beaucoup de monde que la finalité de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Moi, je suis épouvanté quand je demande autour de moi aux gens à quoi sert l'entreprise. Ils me répondent ça sert à gagner de l'argent. C'est faux. C'est pas marqué dans les statuts sociaux de l'entreprise. Dans le statut social, il y a marqué l'entreprise est une personne morale qui a un objet social. Donc elle sert un objet social. Eh bien, aujourd'hui, on a un petit peu eu tendance à oublier cet objet social, et donc à un moment, il faudra y revenir. C'est ce que nous disait tout à l'heure une partie des intervenants, c'est ce que nous dit la société collaborative, c'est ce que nous disent les associations, c'est ce que nous disent la plupart des gens qui regardent le monde en ce moment, qui se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on a une vraie remise en cause du système capitaliste qui doit se faire par en haut, c'est-à-dire là, c'est le jeu politique, et qui doit se faire par en bas, c'est-à-dire par toutes les expériences qu'on a décrites ici aujourd'hui, toutes celles qu'on pourrait encore décrire parce qu'il y en a beaucoup. Et au milieu, il y a le management.
Et le management, il doit apprendre à être plus humain, à comprendre qu'il est dans une phase de mutation violente, parce que aussi la société change, la technologie change, blablabla, tout ce qu'on a raconté. Mais il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas coincé. Il a aussi un rôle actif. Et c'est peut-être à lui de prendre le gouvernail, pour reprendre l'expression qu'on avait tout à l'heure, de façon plus concrète, plus claire, et de permettre au monde d'avancer véritablement vers quelque chose de nouveau qui ne sera pas satisfaisant, mais qui sera peut-être mieux que ce qu'on a maintenant. Alors, un débat très riche, et vraiment je remercie tous les participants d'avoir exposé des idées très franches et très directes, avec une expérience personnelle, même politique, comme Michel Hervé, de manager, comme Dominique. Alors moi, je voudrais essayer de résumer, de faire ma synthèse en 3 parties, en 3 points principaux. Le premier, c'est de revenir sur la définition du manager augmenté. Et je redis que le manager augmenté, c'est en fait, il pratique la gouvernance des systèmes complexes, de manière cybernétique au sens étymologique du mot gouvernance, gouvernement, gouverneur. C'est-à-dire qu'il se nourrit de l'information pour faire en sorte que les feedbacks puissent réagir sur des actions. Et pour ça, il doit gérer le temps et gérer l'information. On ne l'a pas assez dit. Moi, je rêve, cher Éloi, qu'on refasse une réunion au Cube un jour sur la gestion du temps et de l'information, qui est la clé de la création de sa vie et la création de donner du sens à sa vie. Gestion du temps, gestion de l'information, c'est les qualités du manager augmenté. Le second point, il est lié au salariat. On a beaucoup décrit l'évolution du salariat, la fin du travail salarié typique, la montée des indépendants. J'ai dit qu'ils étaient 40% déjà, ils représentent 44% du travail aux États-Unis. Les prédictions de Daniel Cohen, c'est qu'on aura 34 à 35% de travailleurs indépendants en 2020 en France. Donc ça pose un vrai problème de management. Comment manager des indépendants ? Michel Hervé a donné cette notion très intéressante de l'entreprise fractale, c'est-à-dire où il y a une série d'indépendants coordonnés entre eux comme une sorte de coopérative d'indépendants, et on retrouve Jeremy Rifkin avec ses Collaborative Commons, à côté du pouvoir dirigiste de l'État, à côté du pouvoir capitaliste traditionnel, les nouveaux pouvoirs humanistes de ces Collaborative Commons vers lesquels beaucoup de jeunes veulent s'engager. Mais ce salariat, il commence à être mis en cause par les robots et l'intelligence artificielle. Donc il y a une grande discussion aujourd'hui sur le fait que le travail, carrément, non pas salarié, mais le travail va risquer de disparaître parce que les machines intelligentes, les robots, vont prendre ce travail. Alors, il y a un grand débat où Bill Gates, Elon Musk, que j'ai mentionné tout à l'heure, ou Stephen Hawking ont dit c'est la pire des choses, l'intelligence artificielle, parce qu'elle va détruire l'humanité. Donc il faut lutter contre elle. Moi, je ne considère pas du tout. Je dis exactement le contraire. Et je pense que c'est l'évolution vers laquelle, en 3e partie, je voudrais essayer de conduire ma synthèse. C'est que je pense que ces outils techniques numériques qui font en partie le manager augmenté et qui nous changent, nous, dans notre façon de gérer notre propre vie, sont des outils qui vont changer les cases de notre cerveau. Ce n'est pas une vision optimiste, c'est une vision concrète, réaliste, de scientifique. De même que la machine mécanique a libéré chez l'homme la possibilité créative où est né l'art, la Renaissance, la réflexion symbolique. Malheureusement, les esclaves ont permis aux Grecs d'avoir suffisamment de temps pour inventer la philosophie qui nous berce encore aujourd'hui. Donc la machine, le travail qui libère le cerveau, crée de nouvelles cases dans le cerveau qui conduisent à une nouvelle forme d'humanité. Et c'est ce que je crois, pas au transhumanisme du tout, parce que je crois que le transhumanisme est égoïste, élitiste et narcissique, en se concentrant sur l'individu. Je crois au contraire à l'évolution sociétale, collective, de ce que j'avais appelé à l'époque le cerveau planétaire, ou le macro-organisme planétaire, qui nous conduit vers ce que j'appelle un hyperhumanisme. Pas un transhumanisme, mais un hyperhumanisme, c'est-à-dire nous sommes encore plus humains, aidés par l'intelligence artificielle et les robots. La grande question de cet hyperhumanisme sera quelle est la forme de management, quelle est la forme de gestion de la complexité dans cet hyperhumanisme, et est-ce que l'hyperhumanisme est encore et aussi un humanisme ? Merci Joël. On a parlé pendant toute cette soirée de beaucoup de réformer, finalement, de réformer l'État, la politique, la sécurité sociale, etc. Et il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé, qui sera l'objet peut-être d'une prochaine réunion, c'était cette idée de collaboration, de fraternité. Les plateformes qui emploient de plus en plus d'indépendants sont les employeurs de demain.
Et ces plateformes poussent les consommateurs à noter de plus en plus les personnes qui interviennent. Donc on crée un sentiment de compétition exacerbé qui me semble complètement paradoxal avec cette idée justement de partage, de collaboration et de fraternité. Alors je crois que là aussi, ça sera l'objet d'un débat. Vous pouvez répondre en 1 minute chacun si vous avez quelque chose à dire à ce propos. Vous avez raison, on est entré dans une société de l'évaluation et on va rien faire contre. Quand vous allez sur votre profil LinkedIn, il y a des gens qui ont mis des badges pour dire que vous aviez tel ou tel savoir-faire et vous en même rajouté quelques-uns éventuellement. Facebook va introduire bientôt le I don't like. Donc on est dedans, on ne va pas réussir à s'en sortir. Après, il faut qu'on vive avec. Donc il y a un nouveau savoir-faire à avoir ici qui est de gérer son image, sa réputation et ce que les autres vont penser de vous. C'est pas très agréable, mais c'est évident que ça va être là. Joël, un dernier mot. Une célébrité en 15 secondes, comme disait Andy Warhol, éviter le bad buzz et faire en sorte que non seulement on fait les choses, mais on fait savoir qu'on les fait. Merci Joël, merci Dominique. Merci au public qui nous a suivis et dans la salle au Cube et sur Internet. Je repasse le micro à Éloi. Merci beaucoup Véronique, merci Joël de Ronet, Dominique Turc, merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Je vous demande, je vous propose, je vous suggère fortement de sortir votre agenda car j'ai quelques petites données à vous apporter, à y rajouter. Vous notez que le 6 novembre prochain aura lieu une matinée spéciale, une matinée du Forum Changer d'air avec Vincent Cespedes et Alizé Lozakmer de Make Sense. Ce sera à vivre au Sense Cube et ce sera dans le cadre de la Social Good Week qui démarre le 3 novembre prochain. Et bien évidemment, vous aurez beaucoup plus d'informations sur Facebook, sur Twitter, bref, sur la toile du Forum Changer d'air. Vous avez rendez-vous évidemment le 2 juin prochain, d'ores et déjà, notez-le s'il vous plaît, à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour le prochain Forum Changer d'air. Pour vous tenir au courant de l'avancée du programme, des coulisses, des différents contenus, vous retrouverez tout sur le site forumchangerdair.fr. Abonnez-vous à la newsletter évidemment, Facebook, Twitter, etc., etc. Et vous aurez également des rendez-vous disséminés qui jalonneront l'année jusqu'à ce prochain Forum Changer d'air. C'est le Forum Changer d'air permanent, puisque le site internet forumchangerdair.fr, c'est le 2e territoire de l'événement. Et ce qui m'amène naturellement vers le mot de la fin. Cette émission est donc terminée. Elle a été proposée et préparée par Véronique Anger de Fribert, présidente et fondatrice du Forum Changer d'air. Elle est coproduite par les Dialogues Stratégiques et par l'agence Triple C, avec les moyens techniques de la JD Carré et de Un air de chat. Merci au Cube, chez qui nous étions évidemment ce soir, à l'Institut du Marketing Digital de l'ESCA, que nous saluons, à Biotics International et à l'Institut Bootsdown. Bien évidemment, vous avez rendez-vous le 2 juin prochain, je l'ai dit, et j'ai plus qu'à vous dire à tout de suite sur les réseaux, bien sûr, à bientôt.